Alors, on poursuit notre exploration des œuvres aussi bien de cinéma que de littérature, de culture classique et de pop culture autour de l'amour, des relations amoureuses, de la passion, etc. Euh, avec donc cette fois-ci une sélection plus centrée sur justement la notion de relation et de couple. J'ai fait dans une autre partie voilà, quelque chose de plus centré sur vraiment le sentiment, donc la passion, l'obsession, la jalousie, le désir, vraiment ce qui tourne autour du sentiment que ressent le sujet pour l'objet, même s'il n'y a pas relation, même si ce n'est pas réciproque. Alors que là, on est un peu plus dans des relations. Donc là, il y a vraiment une réciprocité éventuelle, ou en tout cas, il y a un peu plus une histoire qui se passe, en fait, une relation qui se passe entre le sujet et l'objet. Donc on est plus dans le monde du couple, là, on va dire, davantage dans cette sélection-là. Euh, et donc voilà, donc les titres que j'ai sélectionnés, hein, je vais m'arrêter un peu plus en détail sur chacun d'eux là dans un instant, prendre le temps de les présenter, expliquer pourquoi je trouve ça intéressant, pourquoi ça a pu m'influencer, m'inspirer. On a donc un film de Stanley Donen déjà, des années 60 et 1966 si je ne me trompe pas, avec Audrey Hepburn et Albert Finney, Two for the Roads. J'ai oublié le titre français, je dois vous l'avouer. C'est Deux pour la route en anglais, quoi, littéralement, Two for the Roads. On a les Before, hein, trilogie des Before, Before Sunrise, Sunset et Midnight de Richard Linklater, donc respectivement 1995, 2005 et 2013 pour ces épisodes, avec des séparations de temps en temps réel, hein, c'est tout le principe de cette trilogie. American Beauty de 1999 de Sam Mendes, Family Man, dont je ne sais toujours pas le réalisateur, comme au début de ces vidéos, Family Man avec Nicolas Cage, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, 2003, Brokeback Mountain de Ang Lee, 2005, Bright Star de Jane Campion, 2009, Her de Spike Jones, 2013, The Lunchbox, un film indien indépendant dont je ne connais ni le réalisateur ni la date, je vous le dis franchement, honnêtement. Et côté littérature, j'ai donc sélectionné Les Affinités électives de Goethe, Adolphe de Benjamin Constant, La Confession d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset, Armance de Stendhal, Physiologie du mariage de Balzac, qui était dans mes essais, ceux que j'ai présentés dans la catégorie essais sur l'amour et les relations. La prisonnière de Proust et Albertine disparue de Proust, alors donc qui sont deux volumes de la recherche du temps perdu, hein, le volume 5 et le volume 6 sur 7 de la recherche. Euh, Belle du Seigneur d'Albert Cohen, dont vous pouvez constater l'épaisseur par rapport aux autres, hein, qui fait 1200 pages, hein, donc forcément les autres font un peu chétif à côté, surtout que c'est tous des courts romans les autres, hein, c'est tous des romans plutôt courts. Et Un bonheur parfait de James Salter, qui va avoir une grande originalité, vous allez voir, c'est que lui je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Mais en revanche, le titre, Un bonheur parfait, qui parle de couple, voilà, bon, elle mérite d'être éloquent. Voilà, donc on va s'arrêter plus en détail sur ces œuvres, mais en tout cas, juste en tout cas, en premier mot général, le couple est forcément un peu moins exploré dans la fiction. Parce que dans l'idéal, le couple ça se passe bien, et comme on le sait, les gens heureux n'ont pas d'histoire, le bonheur ne se raconte pas. Donc généralement on préfère raconter les péripéties pour se mettre en couple, la galère que ça a été, ou alors au contraire les amours malheureux. Et donc les quelques couples qui sont racontés, forcément, c'est des couples, pour que ce soit plus intéressant, qui vont rencontrer des difficultés. Hein, voilà, donc on est quand même toujours dans cette notion. Donc vraiment, on est plutôt dans le drame, en fait, et dans la rupture du couple. Comment on va vers la rupture, etc., les hauts, les bas. Donc voilà, la fiction n'aime pas les gens heureux, hein, sinon il n'y a rien à raconter. Et c'est encore pire en littérature, parce qu'encore en cinéma, on arrive à toucher un peu au feel-good de temps en temps, mais alors en littérature, vu le pessimisme des écrivains et les gens torturés à qui on a affaire, là je peux vous dire que c'est pas la joie. Donc clairement là, on a une sélection de romans bien perchés en termes de moments critiques, de moments malaisants pour ceux qui voient du malaise partout et du toxique partout, mais en tout cas, voilà, des moments qui peuvent être assez pesants et vraiment des cas, on va dire, on peut appeler ça des cas, hein, voilà, ça c'est sûr, des cas psychologiques et où on est vraiment dans les méandres des relations dysfonctionnelles qui ne fonctionnent pas parce que c'est passion contre passion ou parce que au contraire la passion disparaît ou parce qu'on va vers la rupture parce qu'il y a trop de jalousie, enfin voilà, là on va vraiment être dans un monde en fait assez noir, en fait bizarrement, ça peut être assez paradoxal, mais les romans là sont quasiment plus noirs que les romans qui parlent d'amour non réciproque et de passion amoureuse et pourtant Dieu sait que eux voilà, avec ce qu'on a vu avec L'Ève Future, avec Notre-Dame de Paris, avec voilà, d'autres romans comme ça, comme Un amour de Swann et tout. On a déjà vu des choses quand même assez, qui peuvent être assez voilà, noires ou douloureuses. C'est douloureux, l'amour-passion et non réciproque, c'est très douloureux, la jalousie, le désir, la passion, tout ça. Mais c'est vrai qu'en couple aussi, ça peut être douloureux parce qu'on a beau être avec l'autre, en même temps, on n'est jamais vraiment avec l'autre parce que l'autre reste toujours
un autre justement, un étranger quelque part par rapport à nous. On n'arrive jamais complètement à le posséder, à l'avoir pour nous, à le connaître complètement. Et la relation bien, a du mal à être satisfaisante. On n'arrive pas à trouver un paradigme de relation satisfaisant à la passion qu'on a. Donc voilà, comment on peut s'exprimer cette passion. Le couple n'a pas l'air d'être le bon contexte. Voilà, là on retrouve les théories de Denis de Rougemont, la différence entre le mariage et la passion amoureuse, hein. Voilà, l'amour-passion, l'éros est opposé à l'agapé, le mariage, la structure du couple, etc., plus stable et tout. Donc voilà, là on est vraiment dans des choses un peu plus compliqué où des couples vont vraiment rencontrer des difficultés à transformer en fait leur amour réciproque, leur passion, en une vie de couple harmonieuse, équilibrée et heureuse parce que c'était incompatible. En tout cas, que le couple n'est pas le bon contexte pour eux. Et voilà, donc c'est ce qu'on va explorer avec ces différents titres. Alors, pour commencer donc dans cette série autour principalement des relations et du couple, et en commençant donc plutôt par le cinéma, même si on va faire des allers-retours entre le cinéma, la littérature, voilà, parce que c'est le concept déjà, j'y tiens, qu'on sépare pas trop les deux. Vous voyez là, les deux se mélangent. Mais voilà, pour commencer avec le cinéma, Two for the Road, donc de Stanley Donen, hein, le réalisateur de Singing in the Rain, au passage, hein, donc Chantons sous la pluie, quand même un grand classique, tout à fait culte. Et donc Donen a fait d'autres films avec, voilà, et donc dont plusieurs avec Audrey Hepburn, hein, voilà, Audrey Hepburn, une actrice chère à mon cœur, pour ceux qui me connaissent un petit peu. Et donc là, bon, on est vraiment dans la fin de carrière d'Audrey Hepburn, hein. Là, on est dans la fin des années 60, donc c'est un de ses derniers films, hein. Après, elle va arrêter doucement le cinéma et on la verra plus. Donc, elle est encore très cute, hein, dans ce film-là, surtout dans les scènes où elle est jouée jeune, etc. Parce qu'en fait, le concept de ce film, en fait, c'est un couple à travers les années. Hein, Two for the Road, en fait, hein, c'est un couple qu'on voit dans un montage alterné de leur rencontre jusqu'à leurs années de maturité où ils se sont mariés, ils ont des enfants, etc. Et en fait, on voit un petit peu l'évolution de leur relation. Clairement, une évolution qui va pas forcément dans le bon sens, on va le dire clairement, parce qu'ils sont rattrapés par le quotidien, parce qu'il y a les enfants, parce qu'ils s'aiment plus comme avant, parce que le désir s'est un peu étiolé, tout ça. Bon, il y a les infidélités, tout. Bon, bref, voilà, c'est vraiment, ça se veut un petit peu réaliste, on va dire, hein, vraiment une chronique un peu d'un couple ordinaire en quelque sorte, hein, et donc voilà quoi. Donc c'est un film assez solaire, assez lumineux, hein, quand même. Il y a un côté un peu vacances parce qu'en fait, Two for the World, le concept c'est que c'est toujours de les suivre dans le période où ils sont en voyage en fait. Ils sont toujours c'est un road trip en fait, c'est un road movie. Ils sont toujours en fait sur la route, hein, voilà, d'où le jeu de mots avec le titre. Euh, et donc c'est comme ça, les voir toujours sur la route, mais à des époques différentes et à des moments où ça va plus ou moins bien entre eux. Donc c'est vraiment là, on va dire, vraiment un film de couple, hein. Là, on est moins dans le côté amour-passion, les tourments de l'amour-passion, etc., que vraiment bah, se rencontrer, s'apprécier, s'attirer et à essayer de former un couple à deux à travers les années, etc., entretenir le désir, la complicité, tout ça. Voilà, donc c'est un film moi, que j'aime beaucoup. Bon, déjà parce qu'il y a Audrey Hepburn dedans, bien sûr, mais c'est pas mon préféré d'Audrey Hepburn. Ça aurait pu être n'importe qui. Là, en fait, c'est juste que c'est un film qui est intéressant dans son écriture, qui est original, euh, voilà, qui dit des choses intéressantes sur le couple, hein, quand on s'intéresse aussi à la question du couple et tout. Voilà, donc c'est un bel objet cinématographique, voilà, et donc, je dirais qui préfigure des films qui vont s'intéresser à ça avec ce passage du temps sur le couple. Bah, en fait, consacré par les films suivants là, de la sélection, hein, que sont la trilogie des Before, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, une trilogie de Richard Linklater, avec Julie Delpy et Ethan Hawke, qui est vraiment un ovni dans le meilleur sens du terme en fait, qui est un objet cinématographique exceptionnel, qui est vraiment un concept à lui tout seul, puisque c'est un film en fait, déjà le premier en 95, hein, Before Sunrise déjà était un tour de force, parce que c'est un film quasiment en temps réel, avec des longs plans séquences en fait, où on ne fait que regarder deux personnes discuter. Voilà. Jesse, joué par Ethan Hawke, a un coup de foudre pour Céline, Julie Delpy, dans le train, en Europe, ils vont à Vienne, et puis, voilà, une impulsion, il lui dit, écoute, tu veux bien descendre du train avec moi, tu me plais, je sais pas, on a bien discuté dans le train, je t'aime bien, est-ce que tu veux bien descendre avec moi du train, comme ça on passe la journée ensemble à Vienne, tu prends le train demain, voilà, on fait connaissance, on discute. Elle se laisse séduire, et on va juste, c'est tout bête, on va juste les suivre en train de discuter à Vienne. Voilà, ils passent une soirée à Vienne et ils discutent le long des quais, ils se promènent, et puis ben, on assiste à leur discussion, c'est juste du dialogue en fait, c'est vraiment extraordinaire, c'est déjà un concept en soi. Mais le concept est poussé encore plus loin, c'est que en plus de ce concept de dialogue en temps réel, où on ne fait que les regarder discuter, l'histoire n'avance qu'au gré d'une discussion à laquelle on assiste entre deux, et qu'il y a des très beaux échanges verbaux, que ça peut être très profond, c'est un mélange de discussions un peu légères et en même temps de discussions profondes, on a l'espacement du temps entre les films, qui est en temps réel. C'est-à-dire qu'il y a une suite en 2005, donc 10 ans plus tard, qui se passe effectivement 10 ans plus tard pour les personnages. On les retrouve 10 ans plus tard, ils se retrouvent à Paris, par hasard. Et là, on retrouve le principe des discussions ensemble, etc. Seulement, il s'est passé 10 ans, ils se sont jamais revus, donc du coup,
qu'est-ce que chacun est devenu, où ils en sont dans leur vie sentimentale, est-ce qu'ils s'aiment toujours, etc. Et donc on a la suite, là aussi en temps réel, du coup qui n'est pas 10 ans plus tard, mais 8 ans plus tard, en 2013. Et 8 ans plus tard, dans Before Midnight, eh bien là, ils forment un couple. Ça y est, ils sont un couple ensemble. Ils ont même des enfants, carrément. Voilà, enfin, il y a les enfants de Jesse. Et, euh, et donc là, ils sont vraiment un couple en fait, hein. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on est un peu encore dans la romance, dans la séduction. Ils sont pas ensemble, on se cherche, etc. C'est vrai que là, on a vraiment. Before Midnight, c'est vraiment le film du couple, quoi. Le troisième, c'est vraiment le film du couple. D'ailleurs, tellement un film de couple que c'est même un film de dispute. Before Midnight, c'est quasiment une dispute en temps réel. C'est quasiment 1 heure de dispute, quoi. C'est vraiment quelque chose. Alors, ça fait un peu mal au cœur parce que quand on les a vus s'aimer dans les précédents, même si bon, ils ont eu des petits accrochages, mais dans l'ensemble, c'est des discussions assez complices. C'est vrai qu'on là, on les voit s'engueuler pendant 1 heure, ça fait un peu mal au cœur. Et puis ils s'engueulent vraiment sur des trucs très concrets. Là, on est vraiment dans des questions de boulot, de changer de ville pour déménager, d'enfants, de garde d'enfants. Bon, c'est vraiment le Midnight, il met vraiment un coup dans la romance, on va dire, hein. Là, on est vraiment dans le concret du couple, etc. Mais c'est vraiment voilà, un film là aussi intéressant, hyper bien écrit. Enfin, les dialogues sont dingues, c'est interprété avec un naturel déconcertant. On a l'impression de voir pas un documentaire, mais vraiment c'est extrêmement bien joué. Moi, c'est parmi mes films préférés. C'est à la fois romantique et en même temps aussi, ça dit plein de choses vraies sur le couple et tout. Les dialogues sont en plus très intéressants en soi. Ils ont des belles discussions. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment parmi mes films préférés, c'est extraordinaire. J'aurais aimé inventer le concept de ce film-là, et en fait, j'avais quasiment inventé adolescent. Moi, quand j'ai entendu parler de ces films pour la première fois, je me suis dit, putain, c'est ce truc-là auquel j'avais pensé il y a quelques temps. Je voulais un truc comme ça, d'un couple qui passe une journée ensemble et qui ne font que discuter, bah voilà. Et donc c'est vrai que il m'a un peu, voilà, vous avez une idée, vous vous rendez compte que quelqu'un l'a déjà fait, et en plus l'a très bien fait, et c'est vraiment extraordinaire. Donc moi j'adore ces films-là, et c'est très intéressant sur une question de relation. American Beauty de Sam Mendes 1999 qui avait été couronné aux Oscars, hein, vraiment un grand succès, qui avait en partie révélé Kevin Spacey, enfin en tout cas qui l'avait bien propulsé. Euh, alors celui-là il est un petit peu à part, c'est-à-dire que lui je l'ai mis là, mais il n'est pas vraiment dans le sujet non plus, parce que oui ça parle du couple, parce que c'est un couple, voilà, Annette Bening, hein, et Kevin Spacey forment un couple un peu américain de base, ils ont leurs enfants, leur petit pavillon en banlieue, la petite voiture, tout va très bien, le boulot et tout. Et en fait, c'est une crise de la quarantaine. American Beauty, c'est l'histoire d'une crise de la quarantaine, d'un homme qui en a marre de son mariage, qui sent que sa femme ne le désire plus, ne l'aime plus, qui a une fille qui le déteste, et qui en a marre de son boulot, et en gros, il craque. Le gars, il craque complètement, et en fait, il se met à fantasmer sur la meilleure amie de sa fille, donc qui a 16 ans, une mineure, quoi. Voilà, il fantasme complètement sur elle. Il abandonne son boulot. Bref, voilà, c'est vraiment un film de crise de la quarantaine, donc il y a un côté très comique, en même temps tragicomique, hein, c'est un dramédie, hein, c'est vraiment la recette de la comédie dramatique. Il y a une certaine profondeur, il y a un côté critique notamment sur la société américaine, le conformisme et tout ça. Donc c'est vrai que ça parle un peu de couple, on va dire, au sens où ils sont ensemble, mais en même temps ils se désirent plus, les années ont passé, le mec est désabusé, il a l'impression de passer à côté de sa vie. Oui, il fantasme sur la meilleure amie de sa fille, donc il y a aussi une question du désir, voilà. Bon, il y a des choses intéressantes, mais bon, je l'ai mis là, mais bon, il n'est pas vraiment au cœur non plus voilà, des thématiques. Voilà, il est un peu en marge, quoi. Mais bon, il est intéressant ce film, mais voilà. Alors j'évoque American Beauty là, qui en fait est dans cette liste, alors qu'en fait il aurait peut-être pas trop de raisons d'y être. Je vais évoquer aussi du coup un titre qui lui aurait des raisons d'y être, mais n'y est pas. Et ce titre c'est Ice White Shot. Alors Ice White Shot, en fait, c'est pas tant que j'en ai pas du tout parlé, c'est que j'en ai pas parlé forcément dans la bonne catégorie. Ice White Shot, j'ai fait le choix, peut-être un petit peu étourdi, pas forcément approprié, mais enfin bon, de l'évoquer dans la deuxième partie consacrée à la passion, à l'amour-passion, au désir, voilà, et à la jalousie. Donc j'avais mon raisonnement en fait quand je l'ai mis là, mais si vous voulez du coup, si vous n'avez pas regardé les podcasts précédents, que vous voulez en savoir plus sur Ice White Shot, adapté, hein, d'une nouvelle d'un auteur autrichien de l'époque de Freud, Arthur Schnitzler, d'un texte qui s'appelle La Traum Novel. Donc à la base, c'est un petit roman, c'est de la littérature. Ice White Shot, donc je le traite dans la partie précédente, hein, la partie 2 de cette introduction, consacrée à l'amour-passion, au désir et à la jalousie. Donc là, on va enchaîner sur les titres que je présente ici. Family Man. Alors Family Man, pour le coup, alors ça c'est marrant parce que c'est un peu un conte de Noël. D'ailleurs, c'est une réécriture moderne de A Christmas Carol de Charles Dickens. Alors Charles Dickens, A Christmas Carol, un conte de Noël, c'est une histoire cultissime. Vous connaissez le Noël de Mickey, vous connaissez le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, hein, adapté par Robert Zemeckis, avec Jim Carrey en image de synthèse. Voilà, en gros, c'est toujours la même histoire. C'est une histoire cultissime de la culture anglo-saxonne. Ils l'ont revisité à toutes les sauces, le conte de Noël, hein, avec cet homme qui est grincheux, qui est avare et qui n'aime pas Noël.
et qui va avoir la visite de fantômes de Noël passé, présent et futur qui vont lui montrer ce qu'aurait été sa vie, ce qu'a été sa vie avant, ce qu'elle est sa vie maintenant et ce qu'aurait pu être sa vie. Et voilà, qui va leur donner le goût en fait de la générosité, de l'amour, des valeurs de Noël, etc. Il va leur faire aimer Noël. Bon voilà, c'est une recette éculée, mais qui est très efficace. Il faut dire que c'est un excellent texte, Christmas Carol, et que c'est le Noël de Mickey, c'était génial et tout. Donc là, en fait, c'est vraiment ça adapté à l'ère moderne, hein. Scrooge, là, c'est voilà, c'est Nicolas Cage qui est un trader du coup, qui est à New York, qui pense qu'à l'argent, qu'au fric, etc., qui a que des aventures d'un soir, et qui en fait n'a jamais revu son amour de jeunesse en fait, qui avait quitté son amour de jeunesse pour justement aller faire fortune et faire des affaires. Vous voyez, il a préféré lui aussi l'argent à l'amour. Et puis ben, à l'occasion de Noël, à l'occasion de rencontres, eh bien, il va se retrouver voilà, téléporté dans une sorte de vie parallèle où il va pouvoir découvrir ce qu'aurait été sa vie s'il était resté avec son amour de jeunesse. Et ce qu'aurait été sa vie, eh bien, ça aurait été d'être pauvre. Malheureusement, il découvre qu'il aurait été pauvre, qu'il aurait vécu en banlieue, dans une maison un peu pourrie, avec une voiture pourrie, avec un boulot pourri. Bref, il n'aurait pas eu beaucoup d'argent, ça aurait été un homme de la classe moyenne, mais il aurait eu une femme et des enfants. Alors au début, forcément, il aime pas, il est catastrophé, il veut retrouver sa vie normale, il trouve ça tout pourri. Et puis forcément, vu qu'on est dans un film là pour le coup un peu américain, avec des bons sentiments, et presque une propagande pour le couple, hein, mettez-vous en couple, fondez une famille, bordel de merde. Voilà, et bien évidemment, là, le but c'est qu'il tombe amoureux de sa femme, voilà, de son amour de jeunesse à nouveau, parce qu'il voit à quel point c'est une femme extraordinaire, qu'il a eu tort de la quitter, qu'elle est magnifique, c'est vrai qu'elle est montée à Léonie, là, évidemment aussi, ils mettent Théa Léonie, sa femme, comment voulez-vous résister, quoi. Et puis il a des enfants adorables, une petite Annie qui est absolument adorable, le Josh, le bébé aussi qui est trop mignon, enfin. Ça, c'est un film en fait. Alors voilà, encore une fois, vraiment de base, une comédie dramatique américaine de base. Voilà, vraiment, c'est pas une question de profondeur psychologique, c'est pas très original, c'est vraiment la bonne petite morale. Je vous dis, c'est un petit côté quasiment propagande de middle class américaine, fonder une famille, il y a une voiture, une belle maison avec un crédit, tout ça. D'accord, ok. Mais si on se laisse prendre par le truc, et moi j'adore ce film, c'est vraiment un film qui est mignon et même vraiment qui est cool, qui a des beaux moments, qui est assez joli. Moi j'aime beaucoup Nicolas Cage dedans, j'aime bien Nicolas Cage dans ses films. Et surtout, je vous préviens, c'est un film qui vous donne envie d'être père de famille. C'est que le pire, c'est que le film marche en fait. Le film marche quasiment. Moi, ce film-là, à chaque fois que je le regarde, j'ai beau pourtant être très loin de tout ça. C'est pas mes plans de vie, c'est pas les choix que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait des choix différents. Puis je sais que je suis pas du tout sur cette trajectoire-là de vie. Mais c'est fou, ce film-là, vous le regardez, vous avez envie de changer complètement votre vie et de trouver une femme, une épouse, et de lui faire des enfants, d'avoir des enfants ensemble, d'avoir une petite maison en banlieue, d'avoir une voiture, enfin vraiment vous avez envie de vous ranger tellement, ça a l'air d'être cool en fait. La femme elle est adorable, elle est à la fois elle a du caractère, en même temps elle est tendre, en même temps elle est gentille, en même temps voilà, enfin c'est vraiment l'épouse parfaite. Les enfants ils sont adorables, t'as envie d'avoir des enfants comme ça, puis elle est trop mignonne la petite, il est trop mignon le gamin, enfin voilà, c'est un côté chaleureux. Et c'est vrai que ça marche du coup, le film arrive quasiment à vous convaincre qu'en fait vous êtes en train de passer à côté de votre vie si vous n'avez pas une épouse et des enfants et une maison et la voiture et tout ça. Et même le boulot pourri c'est pas grave parce que ce qui compte c'est d'avoir la famille, tout ça. Donc c'est vraiment un film, voilà, vous vous faites un petit peu prendre. Il est conçu comme ça, hein, mais voilà, c'est vraiment un film que j'aime bien, qui a un côté feel good. Voilà, donc alors, on passe à des films qui sont un peu plus sur la question là amoureuse, on va dire, sur la passion, même s'il s'agit d'une relation, on tombe plus là dans le côté passionnel. Entre autres avec Eternal Sunshine de Michel Gondry, 2003. Ça, c'est un film que j'adore et qui est culte, hein, qui est devenu culte en plus, qui est très créatif, très inventif, très onirique, hein. On a découvert un petit peu l'univers de Michel Gondry, ce réalisateur français qui a fait quelques films aux États-Unis. Et donc là, on a Jim Carrey qui joue Joël Barish et on a Kate Winslet qui joue Clémentine Krosinski. Donc ils sont un couple en fait un peu atypique, hein, parce que lui c'est un introverti, en gros c'est quelqu'un d'un peu renfermé, qui dit pas facilement ses sentiments, qui est voilà, qui est très timide et tout. Alors c'est quand même un rôle de composition pour Jim Carrey qui est l'extraverti par excellence, qui fait toujours le dingue. Donc là c'est aussi une révélation de voir Jim Carrey dans un rôle sérieux, sensible. Ça déjà c'est un régal. Et puis on a Kate Winslet qui joue cette Clémentine complètement excentrique, complètement barrée, hein, qui est une énième déclinaison de ce qu'on appelle la Manic Pixie Dream Girl, hein, qu'on a par exemple avec Summer dans 500 jours ensemble, qu'on a avec Ramona Flowers dans Scott Pilgrim. Voilà, la fille qui change sa couleur de cheveux tout le temps, qui est très changeante, qui est très inconstante, qui est un peu folle, qui est un peu excentrique, qui est un peu l'opposé du héros, qui est beaucoup plus inconséquente, un peu légère. Alors c'est à la fois une qualité, puis en même temps il y a tout pour te rendre dingue parce qu'on est jaloux avec elle, parce qu'on ne la tient pas, etc. Donc voilà, c'est vrai que Clémentine est très dure à suivre dans ce film. Mais en même temps, voilà, ils forment un couple assez charmant. Et en fait, bon, le concept du film qui est absolument génial, et là pour le coup, on a vraiment un concept, et là, on a vraiment en effet un tour de force sur la question du couple et de l'amour. C'est que ils finissent pas, enfin ils rompent. En fait, on voit leur rupture dès le début du film, hein. Le film est non linéaire, non chronologique. On voit leur rupture dans le film directement dès le début. On sait que du coup il vient de se faire larguer déjà, mais surtout au-delà de la rupture, il apprend que elle a effacé leur relation de sa mémoire. Ça c'est le côté fantastique et SF du film, c'est la seule touche fantastique.
Elle a fait appel à une entreprise qui permet d'effacer quelqu'un de sa mémoire. Parce que le problème d'une relation, d'une rupture, c'est que on a plein de souvenirs, parfois très douloureux, et qu'on a beaucoup de mal à passer à autre chose parce que tout nous rappelle l'autre, parce que voilà, on peut pas forcément changer de ville, donc on a tous les souvenirs dans cette ville, on peut pas changer d'endroit, de maison, et pareil, on a été avec ces personnes dans cette maison, on a plein d'objets. Bref, parfois la relation est très dure à porter en soi, on doit porter cette histoire en soi, on la traîne, elle nous fait du mal, ça crée beaucoup de nostalgie, de douleur, de souvenirs. Et donc, voilà, et ben donc Clémentine, Joël apprend que Clémentine l'a effacé de sa mémoire. Donc la double vexation, parce que déjà il y a une rupture, mais en plus il apprend que la fille l'a carrément effacé. Donc il se sent vraiment offensé, insulté, hein. Et œil pour œil, dent pour dent, il décide lui à son tour de l'effacer de sa mémoire. Il dit parce que puisque c'est comme ça, moi aussi, je vais effacer Clémentine de ma mémoire. Voilà, de toute façon, voilà, j'en ai marre de cette relation et tout. Donc il fait appel à la même agence et ils viennent chez lui pour effacer sa mémoire. Et ce qui est très joli, très poétique en fait dans le film comme idée, c'est que ben, forcément il doit revivre en fait toute sa relation à l'envers pour qu'on lui efface la mémoire. Il va passer de la rupture en revenant vers les temps où ça allait moins bien, et puis les temps où ça allait un petit peu mieux, puis les temps du début où c'était génial. Alors petite parenthèse littéraire et un petit saut vers la littérature là et un des ouvrages en dessous. En fait cette idée comme ça d'une espèce de rétrospective de la relation et en fait d'une espèce de revisite de la relation à l'envers. Eh bien, c'est une idée en fait qu'on retrouve chez Proust dans Albertine disparue. Dans Albertine disparue, en fait, quand le narrateur décrit son processus de guérison et donc en fait d'oubli, parce que en fait Proust explique que le remède à l'amour c'est l'oubli, hein, que c'est par l'oubli que l'on guérit de l'amour, hein, seul l'oubli peut nous faire guérir de l'amour, d'où le fait parfois que la méthode radicale pour oublier, bah, c'est de se tuer, hein, c'est le suicide du sujet, ou alors c'est le temps, hein, voilà, le passage du temps. Ou alors éventuellement que quelqu'un d'autre nous fasse oublier l'objet, donc en fait que quelqu'un supplante le souvenir de l'objet dans notre mémoire. Mais en tout cas, oui, selon Proust, en fait, pour guérir en fait d'un amour, il faut repasser par toutes les étapes qui ont mené jusqu'à la passion, mais à l'envers. Il faut refaire le chemin dans le sens inverse, comme le retour d'un voyage. Et justement, il file cette métaphore très très jolie des arrêts de train. Et voilà, et en fait, on part du dernier arrêt où on est arrivé, donc l'amour le plus intense, la passion, et puis on retourne en arrière, et au fur et à mesure en fait des arrêts, on revisite quasiment sa relation à l'envers, de façon rétrospective, et ça nous mène en fait jusqu'au tout premier arrêt, qui était le point de départ, et en fait le moment où l'amour était tout juste naissant, voire même inexistant. Et donc voilà, c'est une très jolie idée que l'on trouve chez Proust dans Albertine disparue, dans La recherche du temps perdu, et Catalan Sunshine d'une certaine façon décline, sauf que Catalan Sunshine va insister sur l'idée que retrouver les débuts de la relation, les tout débuts, les premiers souvenirs, c'est aussi retrouver ce pourquoi on a voulu être avec la personne, ce qui nous a fait craquer. Et en fait, en revivant sa relation à l'envers, hein, en régressif, eh bien, il va forcément du coup revivre les bons moments du début. Et du coup, il va se rappeler à quel point, non seulement cette fille, en fait, il l'aimait vraiment, mais en plus, tous les bons souvenirs qu'il veut pas perdre en fait. Et là, du coup, il va se battre contre sa perte de mémoire. Et voilà, il va se battre contre ceux qui essaient d'effacer sa mémoire pour garder ses souvenirs et pour ne pas oublier Clémentine. Donc c'est vraiment très poétique, très joli. On se promène dans les souvenirs du gars pour qu'il ne l'oublie pas. C'est très très beau jusqu'à la fin, voilà, parce que du coup, il s'arrange pour se souvenir d'elle. Et c'est un film intéressant en plus, même dans son dénouement, là où il nous emmène, parce que c'est quand même cette idée aussi qu'on est voué à tomber amoureux l'un de l'autre, même si ça finira mal. Et ça, c'est déjà le message de 500 jours ensemble en fait. 500 jours ensemble est déjà là-dedans. 500 jours ensemble d'ailleurs qui n'apparaît pas hein, sur la photo, hein, voilà, que j'ai mis plutôt dans la catégorie amour-passion, parce que pour moi 500 jours ensemble c'est plus l'histoire d'un amour qu'une histoire d'amour, c'est même ce que dit le film, hein, c'est les 500 jours où Tom a été amoureux de Summer et non pas 500 jours de relation avec elle, il n'y a que 200 jours de relation avec Summer dans le film, voilà, parenthèse pourquoi le film n'est pas là, mais voilà, mais c'est vrai que comme dans 500 jours ensemble, Eternal Sunshine, le message c'est que ils sont voués à se repousser mais ils sont voués à s'attirer aussi, et moi c'est une théorie dans laquelle je crois beaucoup. En plus, je l'ai expérimenté moi-même, mais je pense qu'on est nombreux à l'avoir expérimenté. Des gens, on sait qu'on n'est pas fait pour être avec eux. On n'est pas fait l'un pour l'autre au sens relationnel du terme. On est incompatible sur un plan du quotidien de la relation. Parce que lui, il est introverti, elle est trop extravertie, ou parce que voilà, vous n'avez pas la même façon de voir les choses, etc. Pas les mêmes personnalités. Vous êtes voué en quelque sorte à finir par ne plus vous aimer, à vous détester, voire à vous faire du mal. Mais en même temps, irrésistiblement, vous êtes voué à vous attirer parce que quelque part, l'altérité, l'autre est tellement différent, etc. Et de même que Summer et Tom sont voués à s'attirer tout en se rendant malheureux parce que Summer est trop inconséquente pour Tom, Tom est trop passionné pour Summer, eh bien, dans Eternal Sunshine, ils sont voués à s'attirer irrésistiblement, fatalement, même s'ils s'oublient, même en s'étant oubliés, ils vont se rencontrer à nouveau et à nouveau s'aimer malgré tout. Voilà, et même si ça doit mal finir à nouveau, parce que bah, Joël est attiré par l'excentricité de Clémentine, qui est rafraîchissante, et Clémentine est attirée par le côté introverti et timide de Joël.
Et c'est vraiment une des les lois de l'amour, un aspect de la Nanké, hein. La Nanké, pour le coup, c'est ce qu'on voit dans Notre-Dame de Paris. C'est le mot qu'écrit, que grave sur un mur Frollo, la Nanké, hein, le terme grec pour fatalité, qui est le mot autour duquel est écrit Notre-Dame de Paris, selon Victor Hugo, hein. Et la Nanké, en fait, c'est l'ennemi de l'Éros. C'est son meilleur ami, son meilleur ennemi. La Nanké, c'est la fatalité qui fait qu'on tombe amoureux de quelqu'un et pas de quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'allié de l'amour, l'Éros. Mais la Nanké, c'est aussi ce qui va faire qu'on va se séparer, quoi qu'il arrive, même si on s'aimait. Voilà, donc la Nanké, c'est vraiment. L'héros, c'est le jouet de la Nanké. La Nanké a le dernier mot. La Nanké, c'est la fatalité. C'est ce qui doit arriver de toute façon. Qu'on se rencontre, ça devait arriver de toute façon. Qu'on s'aime, ça devait arriver de toute façon. Mais qu'on se sépare et qu'on s'aime plus, ça devait arriver aussi parce que, au bout d'un moment, on n'est pas fait pour s'entendre. Et tout ça, ça crée voilà, beaucoup de misère, de malheur. Et Eternal Sunshine met très bien en scène cela en fait. L'Ananke, le poids de la fatalité sur le fait qu'on est voué à s'aimer, mais on est aussi voué à ne plus s'aimer. Et qu'on est voué à se rencontrer, mais on est voué aussi à se séparer. Et en même temps, est-ce qu'il faut renoncer pour autant? Est-ce que finalement on n'a pas le choix de passer par là? Est-ce que du coup, si on s'oublie, on est voué de toute façon à devoir se le rappeler en le revivant? Enfin, c'est vraiment très très bien vu, c'est profond, c'est très poétique. Donc ça, c'est vraiment en fait voilà, un excellent film. Et c'est intéressant parce que c'est un scénario original, ça. Donc vous voyez, c'est même pas l'adaptation. Donc c'est beau comme ça quand le cinéma a des propositions qui viennent pas de la littérature, qui sont propres au cinéma, qui a un langage propre au cinéma au niveau de l'image. Et le cinéma, comme quoi, peut proposer des choses qui sont très profondes et faire avancer la réflexion autour de l'amour et du couple. Alors, Brokeback Mountain de Ang Lee, 2005, donc là, c'est intéressant parce que déjà, on a un amour homosexuel, ce qui n'est pas si courant. Évidemment, l'amour hétérosexuel est très dominant dans le cinéma, dans la représentation. Voilà, bon, on peut comprendre aussi parce que l'hétérosexualité, de fait, est aussi dominante, hein. Plus de gens sont hétérosexuels qu'homosexuels dans l'ensemble, donc ça reflète aussi un peu une sorte de norme, hein. Non pas norme au sens ce qui est bien ou pas bien, mais norme simplement en termes de majorité, hein. Et donc, mais voilà. Mais c'est vrai que là, du coup, moi, j'adore ce film. Bon, je ne suis pas homosexuel moi-même, mais en tout cas, le film me parle quand même, hein, parce que c'est avant tout une histoire d'amour. Et voilà, je suis touché par cette histoire, par les deux personnages particulièrement, et surtout le personnage de Heath Ledger, hein, Ennis Delmar, qui est intéressant aussi, parce que lui aussi est un introverti. On a aussi là à faire un personnage extrêmement introverti. Donc moi en plus dans lequel je me retrouve pas, parce que moi je suis pas comme ça, moi je suis pas un introverti en amour, je suis un extraverti, donc c'est même pas que je m'identifie, mais justement très touchant, parce que sous ses allures d'introverti, qui a l'air de tout garder en lui, de pas facilement exprimer ses sentiments, d'être un peu à froid, un peu celui qui freine des cas de fer dans la relation, eh bien, le film va démontrer qu'en fait, c'était le plus amoureux des deux, quoi. S'il y en a un qui était plus amoureux que l'autre, c'était lui, quoi. Lui était vraiment très très amoureux et le plus exclusif dans sa relation, en fait. Lui, il a pas réussi trop à s'intéresser à d'autres personnes que Jack, joué par Jake Gyllenhaal. Alors que Jake Gyllenhaal est quelqu'un à la fois de plus dépendant affectif, donc on pourrait dire de plus amoureux, mais en même temps, du coup, qui a plus besoin de compenser avec d'autres personnes. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est une relation intéressante parce qu'en plus c'est une relation interdite, hein. Le secret de Brokeback Mountain, ça dit bien son nom. C'est un secret parce que c'est une époque où il y a encore beaucoup d'homophobie, on ne peut pas s'afficher au grand jour en étant homo, et du coup ils sont obligés de se cacher, ils ne peuvent pas faire leur vie ensemble, ils sont obligés de faire leur vie, ils sont obligés de trouver des femmes un peu, pas de pacotille, mais en tout cas un peu vitrine en quelque sorte pour avoir l'air normaux, hein. Donc ils se marient à des femmes pour montrer qu'ils sont normaux, qu'ils sont dans leur rang, qu'ils sont mariés, faire des enfants, tout ça. Mais bon voilà, leur vraie passion amoureuse, bah, c'est entre eux, quoi, c'est entre hommes. Et moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors, en plus, même bon, au-delà de la question amoureuse, il y a des très beaux paysages, c'est très chill, c'est la musique de Gustavo Santaolalla, les thèmes à la guitare comme ça, très chill, très country, les montagnes et tout, la transhumance. Enfin voilà, c'est vraiment un film qui respire le grand air, on va dire. Euh, mais bon, bah, effectivement, voilà, qui montre une histoire dans toute sa réalité, hein, vraiment, qui tient vraiment compte du contexte de l'époque, des interdits, des réalités de la vie, les enfants, le couple, le mariage, le divorce. Voilà, il y a il y a de très très belles scènes entre eux, des scènes de dispute, des scènes de rupture. Voilà, c'est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup Brokeback Mountain depuis que je l'ai découvert à l'époque en 2005. Je l'avais été le voir et j'avais 17 ans au lycée, j'avais été voir ça et vraiment j'avais beaucoup aimé. J'ai tout de suite adoré ce film. Bright Star de Jane Campion, 2009. Alors, Bright Star, c'est le film romantique par excellence. Ça, c'est un des films les plus romantiques que je connaisse. Vraiment romantique, pas de pacotille. Vraiment romantique avec un grand R. Pas le romantique comme des comédies romantiques, hein. Là, c'est romantique vraiment littéraire. C'est même un film littéraire, quoi. Bon, Jane Campion nous a un peu habitués parce qu'elle a réalisé La leçon de piano, qui est déjà un film qui est très romantique et qui a un côté très littéraire. Mais un peu noir, faut le dire. Alors que Bright Star, c'est un film, bah, finalement, malgré sa fin tragique, forcément, parce que bah, c'est la réalité, hein, c'est l'histoire vraie de John Keats, le poète John Keats, le poète anglais, et son histoire d'amour avec sa muse Fanny Brown, donc c'est la véritable histoire. Et John Keats, bon, bah, il est mort jeune, il est mort prématurément d'une maladie. Donc c'est vrai que bon, la fin forcément est triste, mais Bright Star, c'est vraiment le film romantique par excellence, c'est l'idylle entre un poète et sa muse, quoi. Et c'est vrai que là, pour le coup, une idylle heureuse, jusqu'à ce que lui malheureusement meure, mais je veux dire, ils se séparent pas, ils se disputent pas.
ils s'aiment vraiment, quoi. C'est vraiment ce qui est magnifique, c'est qu'évidemment, il est mort avant qu'ils aient pu se marier, parce qu'ils devaient se marier, se mettre en couple, et peut-être que certains diraient, du coup, ça aurait mal tourné, ils auraient fini par divorcer, se tromper, mal s'entendre. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on ne reverra jamais ça. Tout ce qu'on a, c'est leur histoire d'amour du début, où ils voulaient se marier, où ils sont fiancés, où ils s'adorent, ils s'écrivent des lettres magnifiques, etc. Et c'est très très romantique. En plus, c'est très bien filmé. Il y a un côté très sensoriel autour de la nature, etc. La musique, tout ça. Enfin, c'est très très beau. Hein, Bright Star, moi, c'est un de mes films préférés. Et c'est un très grand film sur la passion amoureuse qui est réciproque, au moins, qui est réciproque. Là, c'est quand même une rareté incroyable. On a un amour-passion réciproque. Imaginez-vous le truc. Ça n'arrive quasiment jamais. Il faut que la foudre tombe 2 fois au même endroit. Eh bien, c'est gagné. Elle est tombée 2 fois au même endroit. Ça y est, il y a un coup de foudre mutuel. En tout cas, de son côté, coup de foudre. Et bon, voilà, ils finissent par tomber amoureux. Et c'est un amour-passion mutuel, ce qui est trop rare en fait. On a trop rarement vu ça. Et où en plus ils s'entendent bien, ils s'aiment vraiment. Donc c'est vraiment magnifique, quoi. Puis il y a une délicatesse de sentiment due à l'époque, parce que voilà, c'est une époque très délicate, très romantique, très à fleur de peau, avec d'autres mœurs, une autre éducation. Donc c'est très très joli. Euh, donc ouais, Bright Star, c'est vraiment voilà, un chef-d'œuvre de l'amour-passion réciproque. Et voilà, puisqu'on en a un là, il faut en profiter. Heure de Spike Jones. Alors, Heure de Spike Jones, sorti en 2013, que j'avais pas vu au cinéma, que j'ai vu un peu enfin un peu après, un peu sa sortie vidéo, quelques mois plus tard, et qui a été un choc, une révélation immédiate. J'ai regretté de ne pas l'avoir vu au cinéma, qui est magnifique, qui est très apprécié pour le coup, qui est très populaire. Ce qui a pu m'étonner parfois, parce que je le trouve, je sais pas, il y a plein de choses qui donnent que je ne m'aurais pas étonné que les gens n'accrochent pas ou n'aiment pas. Moi, c'est normal que ça me parle, parce que moi, c'est mes sujets de passion, de prédilection, mais ça m'avait un peu étonné, quoi. Mais non, il est magnifique, c'est un film qui a une esthétique, une atmosphère déjà extraordinaire, vraiment une très belle image, des jolies musiques, une certaine grâce comme ça, un rythme très intéressant. Voilà, donc là, c'est un bel objet cinématographique, Heure. Euh, mais en plus, au niveau de l'écriture, bon, c'est remarquable et le thème est génial. Et ce qui est génial, c'est que c'est un film en fait avec un double fond, avec un faux thème. Parce que le thème, a priori, en surface, hein, sur lequel beaucoup se sont un peu arrêtés, malheureusement, un peu en surface, c'est bah, c'est l'histoire de l'amour avec une IA. Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut être amoureux d'une IA si elle est assez élaborée? Qui n'a même pas de corps en plus, une IA, attention, qui n'est pas un robot comme l'F Futur, hein, de Villiers-Adam. C'est une IA vraiment désincarnée, c'est un OS, quoi, un système d'exploitation, juste une voix. Voilà, la fameuse voix de Scarlett Johansson en VO et de Audrey Fleurot, hein, la Dame du Lac, en VF. Moi j'adore la VF de Heure pour Audrey Fleurot, qui est une magnifique VF pour Samantha. Et, euh, et donc, bon, déjà, le film est intéressant sur ça, c'est vrai, parce que, voilà, peut-on tomber amoureux d'une IA, voilà, d'un objet qui, justement, on dit l'objet en amour, le sujet pour celui qui est amoureux, l'objet pour celui qui est aimé, mais en plus, un objet qui est vraiment un objet inanimé. Donc là, en fait, ça pose cette question-là. Est-ce que l'objet peut être inanimé? Bah, bien entendu, en réalité, parce que ce qui compte avec l'amour, c'est les sentiments. Et que vous ayez des sentiments pour une femme, une étoile ou un pot de fleurs, ce qui compte, c'est vos sentiments. Alors oui, ça peut paraître bizarre, c'est une perversion, hein, plus une perversion au sens psychanalytique du terme, hein, parce qu'une perversion dans le sens psychanalytique du terme de Freud, de base, ce n'est pas un jugement moral, c'est juste que c'est tout ce qui ne concerne pas la reproduction. Tout ce qui détourne l'acte sexuel de son objet, qui est la reproduction, est une perversion. Sans jugement moral, c'est juste que c'est le terme, ça a pris une connotation négative. Bah, c'est vrai que tomber amoureux d'un pot de fleurs ou d'une étoile, c'est une perversion, parce que du coup, bah, ça n'a pas de visée pour la reproduction de l'espèce. Mais c'est joli, ça peut être poétique. D'une statue aussi, hein, ce qu'on a vu avec la Gradiva dans la vidéo consacrée à comment à l'amour passion, au désir, etc. Le héros de la Gradiva tombe amoureux de ce bas-relief de la Gradiva, d'une forme inanimée, d'une œuvre d'art. Donc bien sûr qu'on peut tomber amoureux d'une œuvre d'art, d'un être inanimé ou d'une morte, hein, de quelqu'un qui est mort il y a longtemps, ou etc., de n'importe qui, hein, ou de n'importe quoi, mais surtout de n'importe qui, même quelqu'un de mort, d'inanimé, d'imaginaire. Tant que les sentiments sont là, c'est qu'il y a amour. On pense tout le temps à l'autre, il y a de l'obsession, il y a de la jalousie, même rétrospective, etc. Donc voilà, et c'est vrai que bah, ce Heure a le mérite déjà de montrer ça en fait, hein, d'avoir pu sensibiliser certaines personnes qui n'y avaient jamais réfléchi, ne l'étaient jamais imaginé, que oui, on peut tomber amoureux d'un être qui n'existe pas et d'un être qui n'est qu'une IA et qui n'est même qu'une voix, qui n'a même pas de corps. En plus là, c'est un tabou parce que les gens ils disent bon, ils peuvent encore, je pense, concevoir le robot parce qu'ils disent bon, il y a un corps, ça va, on peut le toucher, tout ça. Mais c'était fort Heure parce que Heure, il n'y a même pas de corps, elle n'est pas incarnée, Samantha. Donc peut-on tomber amoureux en fait juste d'une voix et d'une personnalité? Et donc la réponse de ce film est oui, et que c'est même une relation comme une autre. Et il arrive tellement bien à faire sa démonstration qu'on oublie que Samantha n'existe pas, entre guillemets. Ce qu'on voit, c'est un homme qui a une relation avec une femme. Et le film, c'est ce qu'il raconte avant tout. Heure, c'est avant tout la relation avec une femme. Point. Qu'elle soit un robot, qu'elle soit une IA, qu'elle soit réelle, qu'elle soit incarnée ou pas, c'est une personnalité, une femme qui a sa personnalité
qui dialogue avec lui, et donc ça crée une relation. Donc voilà, c'est très intéressant déjà, en fait, ça a pu montrer aux gens que oui, on peut tomber amoureux de n'importe qui ou n'importe quoi. Mais en plus, moi, ce que j'y ai vu personnellement, moi, ma lecture de Heur est un peu plus centrée sur leur relation. Pour moi, c'est avant tout un film sur une relation amoureuse. On s'en fiche finalement qu'elle existe ou pas. Et moi, ce que j'y ai vu, alors c'est un truc un peu pessimiste, mais qui m'a un peu déprimé, mais en fait, c'est la fatalité de l'autre qui est un étranger, qui est toujours un étranger, et comment le fait que l'autre changera toujours. Il y aura toujours un qui change dans une relation, et dès le moment où il y en a un qui change, la relation, en fait, bah, du coup, se déséquilibre, en fait, hein, perd sa recette initiale, et du coup, se désagrège naturellement. En fait, l'autre sera toujours un étranger pour nous, quelqu'un qui de son côté a sa propre évolution, sa propre personnalité, ses propres idées, évolue de son côté, change de son côté, parfois imperceptiblement. Mais quand ce changement arrive à maturité, bah, l'autre est devenu une personne différente et du coup a des envies différentes et donc ne veut plus de nous. Et nous-mêmes, en fait, on ne le reconnaît plus. Et c'est comme ça qu'on se quitte en fait. Le changement, les années qui passent. Alors, ce qui donne beaucoup de prétextes à ceux qui ne croient pas en l'amour toujours, en disant aujourd'hui on a une espérance de vie beaucoup plus longue, on change et du coup on ne peut pas rester avec la même personne toute la vie, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Or, des anciens nous ont montré que si, il y a des gens qui sont restés toute leur vie ensemble. Alors certains disent oui, mais ils ont eu des aventures, ils se sont trompés, machin. Bon, on va pas lancer le débat. Mais en tout cas, c'est vrai que Heur explore comme ça cette espèce de fatalité, moi qui me terrifie et qui en partie m'a détourné des relations parce que c'est trop cruel pour moi, c'est trop dur pour moi, c'est un truc que j'ai du mal à vivre. L'idée que quand vous êtes avec quelqu'un, vous vous sentez toujours sur un siège éjectable en fait. Aucune relation n'a l'air stable dans le temps, durable. Vous ne pouvez pas compter sur l'avenir parce que vous êtes quelqu'un, elle est quelqu'un, et même si vous êtes très amoureux, même si vous êtes ensemble, si vous fusionnez entre guillemets autant que possible. Alors la fusion quoi, c'est malsain la fusion, voilà. Mais même, voilà, en tout cas, vous êtes deux personnes différentes, autonomes, et donc vous allez peut-être changer. Elle va probablement changer. Et en changeant, vous allez vous éloigner. Et donc, il y en a peut-être un qui va changer plus rapidement que l'autre. Et du coup, qui va prendre le large. Alors que l'autre était encore amoureux, n'avait pas changé, lui. Parce qu'il y a aussi un des deux seulement qui peut changer. Et l'autre, il reste sur le quai. Et ça a un côté pour moi terrifiant. Ça, c'est vraiment le côté déprimant des relations amoureuses. Que c'est juste la faute à pas de chance. C'est comme ça. Bah oui, l'autre évolue. L'autre a des envies différentes. Et puis, bah voilà, il vous quitte, quoi. Et en fait, bah vous avez pas changé. Vous n'avez pas des envies différentes. Et vous êtes quitté. Et, euh, et en fait, comment ils voient venir de loin cette rupture, comment ils voient l'éloignement se faire. En plus, on retrouve toutes les phases, même qu'on voit dans 500 jours ensemble, caractéristiques de la relation, hein, les débuts, le rapprochement, la phase de lune de miel, la passion, et puis ensuite la phase plateau où on fait plein de trucs ensemble et on est bien, et puis comment les premiers problèmes, et puis bah, le gros conflit, la collision, hein, l'effet Titanic, hein, ce que j'appelais l'effet Titanic dans le podcast sur 500 jours ensemble. On a heurté un iceberg, sur le coup, on se dit ça va, plus de peur que de mal. On est encore à flot, les lumières sont allumées, l'orchestre joue encore, tout va très bien. On ne prend pas l'eau, en tout cas, on va pas couler pour ça. Et puis en fait, insidieusement, la relation est en train de couler en fait. Si ça prend l'eau, ça coule. Et dans 2 heures et demie, tout le monde est à la flotte, tout le monde est noyé quoi. Et effectivement, leur relation coule parce qu'il y a ce clash initial. Ils vont se remettre ensemble, ils vont se réconcilier, mais ce sera plus jamais pareil. Il y a un truc de cassé. Et à partir de là, on gagne juste du temps. Et la rupture arrive inévitablement. Elle s'éloigne, elle fait d'autres rencontres, elle évolue, elle découvre d'autres choses. Et bref, moi, c'est un film que j'adore, que je trouve très beau, qui a des aspects réconfortants, parce qu'il parle très bien de solitude au début, il aborde plein de choses, il aborde la solitude, il aborde le fait de se guérir d'une rupture, parce qu'en plus ce film-là, il aborde tout, il est incroyable, il aborde même la rupture. Le mec est en rupture au début du film, il a du mal à se remettre d'une séparation, il n'arrive pas à divorcer, donc on est vraiment dans la nostalgie d'une relation, là on est vraiment dans le côté l'après-rupture, digérer une relation qu'on n'a pas voulu voir terminer, le divorce, la solitude, et puis la nouvelle rencontre, et puis nouvelle relation, tout ça. Donc il y a plein de thèmes dans ce film-là, il est incroyable, il a une densité émotionnelle pour sa durée qui est folle. C'est très rare en cinéma, je trouve. Vraiment, la littérature, normalement, c'est elle qui sait faire ça parce qu'il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de pages. La littérature a l'habitude d'être très dense psychologiquement, mais ce film-là, il a une densité émotionnelle et psychologique pour sa durée et pour son format, qui est le cinéma, assez sidérante. Et tout ça, en fait, en utilisant un langage qui est purement cinématographique. Donc ça, c'est super agréable aussi quand un film arrive à justifier à ce point qu'il soit un film, en fait. C'est un film et ce n'est pas de la littérature. Et ça ne pouvait pas en être parce que c'est une façon de raconter qui est propre au cinéma. Et on va se servir de ce que le cinéma peut faire de mieux pour faire passer des choses. Et parmi ces bons procédés, il y a un truc tout bête, c'est les flashbacks de sa relation passée, de son ex justement qui le hante au début du film. Euh, pour cela, Spike Jonze en fait a opté pour des flashbacks sans parole ni musique, juste en fait des images silencieuses qui défilent dans un ordre aléatoire dans sa tête. Et ça reproduit hyper bien comment les souvenirs se présentent à notre esprit. Des scènes comme ça où on n'a pas vraiment la piste son, où on n'a pas d'accompagnement musical, on a juste comme ça des scènes, des images, et un peu dans le désordre comme ça. Et ça donne un truc magnifique parce que lui pendant ce temps-là il est en train de parler et de raconter en fait
de décrire un petit peu ce qu'il ressent par rapport à cette rupture. C'est extraordinaire quand il explique à Samantha que comment ils ont grandi ensemble, lui et son ex, ils ont évolué ensemble, qu'ils se sont connus très jeunes, mais que ben, c'est très compliqué de changer sans faire peur à l'autre. Vous voyez, on retrouve le motif du changement. Comment changer dans une relation sans faire peur à l'autre, sans le faire fuir, etc., voire même en continuant soi-même à l'aimer. Non, non, ça c'est vraiment extraordinaire aussi quand il explique que par moment il a peur de ne plus jamais rien ressentir de fort. Il a l'impression qu'il a déjà ressenti tout ce qu'il pouvait ressentir de fort dans sa vie et que le reste ne sera qu'une version dégradée de ce qu'il a déjà vécu. Enfin, c'est hyper, c'est tout bête, hein, mais c'est très profond, c'est très fort. Et puis la façon dont le film est construit en fait, hein, donc qui commence par un homme qui sort d'une rupture, d'une longue relation, qui vit une période de solitude intense, qui se tourne vers une nouvelle technologie, un OS, qui va tomber amoureux et va vivre une magnifique idylle avec cet OS, idylle qui va elle-même se terminer, voilà, avec cet éloignement déchirant, etc. Et donc l'OS va prendre le large. Et en fait, on referme la boucle et on retrouve la problématique de départ, en fait, qui était la fin de sa relation, de son divorce, et cette ultime lettre qu'il écrit à son ex-femme, et qui est une lettre en fait apaisée, une lettre d'apaisement, qui est vraiment magnifique, hein, voilà, et où il dit par exemple que il gardera toujours en fait des morceaux d'elle en lui, elle fera toujours partie de lui, et qu'il est reconnaissant pour cela, pour ce qu'elle lui a laissé, etc. Enfin, c'est un véritable acte de paix, on va dire, hein. Normalement, après les relations, et la sienne n'a pas échappé à la règle, il y a de l'animosité, il y a de l'amertume, il y a parfois des mots difficiles, etc., de la rancœur, et là en fait tout s'apaise, tout se pose. Voilà, la boucle se referme pacifiquement et il peut avancer, quoi. Mais non, c'est vraiment magnifique. Et donc il arrive à tout aborder, la rupture, la solitude et la relation, et la fin d'une relation, et la fatalité de la fin de cette relation, le changement de l'un et de l'autre. C'est vraiment incroyable. Donc lui vraiment c'est pour moi un des meilleurs, c'est un des incontournables, une des meilleures choses qui a été faite sur le couple et sur l'amour. Euh, alors j'ai fait moins d'allées et venues entre littérature et cinéma qu'au format précédent consacré à la passion amoureuse. J'ai fait moins de parallèles entre les films et les livres, peut-être parce qu'ils ont moins de rapports les uns avec les autres. Alors côté littérature, dans ce domaine centré plus sur les relations, le couple, eh bien il y a les affinités électives, alors qui est une expression que je reprends très souvent, qui a été reprise aussi par Stendhal dans Le Rouge et le Noir. Il y a un chapitre qui s'appelle les affinités électives, c'est un très joli terme. Goethe nous explique dans le roman que ça vient à la base de la science, hein, c'est une théorie de chimie, les affinités électives, hein, les éléments qui s'attirent, hein. Et en fait, il va se servir en fait de cette théorie scientifique, chimique, hein, des affinités électives pour mettre en place une théorie humaine des attirances, pareil, hein, électives, entre des individus. Les affinités électives, c'est quasiment un roman d'échangisme, quasiment. C'est pas vraiment de l'échangisme à proprement parler, mais on frôle un peu cette notion d'échangisme. Parce qu'à la base, ça raconte en fait déjà un couple qui eux-mêmes ont quitté chacun leur conjoint pour être ensemble. Donc en fait, ce sont un amant et une maîtresse qui ont quitté leur mari et leur femme pour être ensemble. Déjà, c'est un petit peu scandaleux pour l'époque, hein, 18e siècle, hein. Voilà, hein, c'est Charlotte et Édouard, hein, pour tout vous dire, hein. Charlotte et Édouard ont quitté chacun leur mari et leur femme, voilà, pour être ensemble, pour vivre leur relation enfin au grand jour que tous les deux. Donc ils s'isolent, ils ont trouvé un endroit où habiter ensemble. C'est le rêve, enfin, on est que tous les deux, on n'a plus à se cacher, on s'aime, trop bien, génial. Et puis voilà, bon, a priori, il coule les jours heureux. Et puis premier élément perturbateur, Édouard en fait reçoit une lettre de son ami le capitaine, qui s'appelle le capitaine, qui lui explique en fait qu'il n'a pas le moral, voilà, qu'il sort d'une sale histoire, qu'il aime bien le voir, passer du temps avec lui. Puis bah là du coup, Édouard dit à Charlotte, bah écoutez ma chère, je suis désolé, je sais qu'on s'est enfin retrouvés tous les deux, qu'on est enfin que tous les deux ensemble, mais j'ai un ami là qui est un peu en galère et j'ai pas envie de le laisser trop seul. Est-ce que je peux le faire venir ici? Il dit, oh vous n'y pensez pas quand même. Enfin on est tous les deux ensemble, enfin on n'a plus à se cacher. Vous faites venir quelqu'un d'autre, mais on va plus être tranquille. Mais écoutez, je dis, il va pas rester longtemps, vous inquiétez pas, il va pas trop nous déranger. Voilà, bon ok, pas de problème. Donc le capitaine vient, et donc déjà, vous voyez, ça fait le terzo incommodo, ce qu'on appelle le terzo incommodo dans la Chartreuse de Parme. Stendhal utilise cette expression-là à propos de Mosca avec la comtesse Sanseverina et Fabrice del Dongo, hein. Il y a un terzo incommodo, un tiers incommode, un troisième individu qui vient un peu perturber déjà vous voyez, l'équilibre, la chimie entre deux personnes. Il y a un troisième individu, c'est un nombre impair, ça le fait pas. Et effectivement, le problème, c'est que Edouard va passer beaucoup de temps avec son ami, le capitaine, et il va un petit peu délaisser Charlotte. Ce qui est pas très cool quand même, hein, ce qui gâche un petit peu l'idylle. Alors Charlotte, bon, au départ, est un petit peu triste de ça, et puis se laisse pas démonter, elle a une idée.
elle dit à Édouard, écoutez mon cher, hein, puisque vous passez beaucoup de temps avec le capitaine, moi je me sens un petit peu seul, figurez-vous que j'ai une nièce qui s'appelle Odile, et voilà, et en fait, elle sort du couvent, et en fait, il s'agirait de finir son éducation, de la recueillir, et du coup, je pensais la faire venir pour m'occuper d'elle, voilà, finir son éducation et tout. Édouard fait, mais faites, ma chère, vous avez tout à fait raison, il vous faut une amie, un peu de compagnie, ce sera très très bien, faites venir votre nièce, cette charmante demoiselle, Odile, pas de souci, voilà. Donc Odile vient, vous voyez, on est passé de 2 personnes à 4, vous voyez, on fait intervenir des individus. Et vous voyez, au fur et à mesure que les individus arrivent, en fait, les rôles se distribuent en fait se déséquilibrent. Parce qu'on est passé de un amant et une maîtresse à un amant avec son meilleur pote et sa maîtresse un peu délaissée. Et là, tout d'un coup, on a la maîtresse avec sa nièce et l'amant avec son meilleur ami. Euh, et donc, en fait, au départ, chacun passe du temps, chacun de son côté. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Voilà, donc le capitaine et l'amant, Charlotte et Odile. Et puis, au gré des échanges des relations, on va observer un rapprochement entre le capitaine et Charlotte. On commence à discuter, à bien s'entendre, etc. Et puis de son côté, Edouard va s'intéresser un peu à Odile, va la trouver charmante, mignonne, attendrissante, tout ça, ils vont se rapprocher. Et là, le chassé-croisé va avoir lieu, les affinités électives. Et du coup, on va avoir une espèce de forme d'échangisme, entre guillemets, en tout cas de chassé-croisé amoureux, puisque du coup, Charlotte va finir en idylle avec le capitaine, Edouard va finir en idylle avec Charlotte, avec Odile, pardon, avec la petite Odile, au point de lui faire un enfant carrément. Et donc voilà, c'est vrai que les affinités électives, c'est un roman du coup qui parle de couple, mais comment un couple se barre en live parce que on fait intervenir des gens extérieurs et que ces gens extérieurs vont bouleverser en fait l'équilibre précaire du couple, la recette fragile et leur équilibre, et va en fait un peu semer la pagaille entre guillemets, hein, va se mettre un petit peu entre eux et va redistribuer les cartes et va former en fait des couples différents. Euh, voilà, donc moi c'est un roman personnellement que j'ai pas beaucoup aimé. Enfin voilà, moi, Goethe, je le dis à chaque fois, j'aime beaucoup ses concepts, mais j'aime rarement la façon dont il les traite. Et c'est vrai que j'aime pas trop sa façon d'écrire ou de raconter tout ça. Mais il faut admettre que le concept est très fort, rien que voilà, le concept, le titre et tout. Donc ça reste quand même un sacré ouvrage. Et voilà, qui parle du couple, on va dire, un peu de façon détournée, plutôt en fait de comment un couple c'est fragile et comment si on fait intervenir d'autres personnes dedans, ça peut redistribuer les cartes de façon un peu dangereuse. Alors ensuite, on a 2 romans, enfin, un roman avec Benjamin Constant, Adolphe, mais je veux dire, 2 romans que j'ai eu un peu à la même époque et qui m'ont fait le même sentiment. C'est pour ça que je les rapproche un petit peu, mais qui sont 2 romans différents. On a donc Adolphe de Benjamin Constant, qui est un court roman, mais qui a fait date à l'époque, hein. Et donc qui s'intéresse en fait à un jeune homme nommé Adolphe qui tombe amoureux en fait très amoureux en fait d'une femme. Et cette femme en fait au départ elle est très installée dans la cour, elle a une position très favorisée. Bref, elle a vraiment une belle situation, elle a un beau mariage et tout, enfin bref, tout va bien. Et c'est vrai que déjà, ce livre-là pose la question déjà au départ de l'égoïsme amoureux, un petit peu, de dire, est-ce que parce que je suis fou amoureux d'une femme et à quel point j'ai envie d'être avec elle, j'ai le droit de lui faire tout perdre en fait? Est-ce que je vais tenter de la séduire? Est-ce que si je la séduis, je lui fais tout perdre et tout quitter pour moi? Ça me donne une responsabilité énorme. Elle aura tout perdu, son honneur, son mari, sa famille, sa situation sociale, tout. Est-ce que je peux prendre le risque pour un amour? Est-ce que je suis sûr qu'il va durer? C'est ça les questions d'Adolphe. Et le truc, c'est qu'au départ, la passion aidant, oui, bien sûr, ça vaut le coup, oui, je serai avec elle pour la vie, oui, il n'y a pas de souci, je m'occuperai d'elle jusqu'à la fin de ses jours, donc elle n'aura pas regretté d'avoir tout quitté pour moi, pas de problème. Donc au départ, on est vraiment dans cette passion, elle tombe amoureuse de lui, tout va très bien, voilà, ils s'échappent tous les deux, donc effectivement, elle perd tout. Et arrive ce qui devait arriver, le problème, Adolphe change d'avis. Adolphe, une fois qu'il est avec elle, il n'a plus le même charme, ça n'a plus le même charme qu'avant, il détombe un peu amoureux d'elle, quoi, en gros, voilà, le coup tristement classique de maintenant que je l'ai, je suis pas sûr de la trouver si désirable que ça, elle m'intéresse moins qu'avant, le problème c'est que je suis plus sûr d'être amoureux d'elle et d'en vouloir, maintenant je crois que j'aime pas trop cette vie avec elle, problème c'est trop tard, parce que c'est une autre époque, c'est pas notre époque à nous, elle a dû quitter son mari, sa famille, la cour, tout, elle a quitté tout pour lui, elle a plus rien cette femme, elle a plus rien, elle est dépendante de lui maintenant, et donc c'est les tourments en fait d'un homme qui ne sait plus quoi faire parce qu'il est responsable de cette femme et en même temps il ne l'aime plus, il veut plus être avec elle et en même temps elle a tout quitté pour lui et il se demande en même temps si la passion est possible. Enfin, bref, franchement, c'est à la fois passionnant et en même temps éprouvant à lire. C'est court, c'est marrant, c'est un roman très court, mais c'est un des romans qui m'a fait le plus l'effet de longueur. Alors pas au sens d'ennui, c'est pas ennuyeux du tout, au contraire. Mais qu'est-ce que c'est éprouvant à lire, hein. Je dégoûte pas de le lire, hein. Il est passionnant, il est très bien, mais putain, c'est un cauchemar ce roman en fait. C'est vraiment c'est un cauchemar quoi. C'est vraiment comment un couple, une fois qu'on est ensemble, enfin, c'est ce qu'on voulait, on voulait être ensemble, mais une fois qu'on est ensemble, en fait, on n'a plus envie de l'autre. On va dans le risque en fait qu'on n'a plus envie. Et ça arrive souvent. Il y a beaucoup de ruptures qui ont lieu quand on vient d'emménager ensemble. Vous savez, les fameux, on venait d'emménager ensemble, on devait emménager ensemble, puis on m'a quitté.
Parce qu'il y en a un des deux qui panique, ou qui tout d'un coup, ça devient trop réel et ça lui plaît plus. Et, ou qui a un mauvais pressentiment ou quoi que ce soit. Et en fait, là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut se quitter. Il n'y a pas de conséquences autrement qu'affectives. Mais à l'époque, ça a des conséquences, surtout pour les femmes. Elles sont déshonorées, elles peuvent plus rien faire, etc. C'est très grave. Donc il a une culpabilité, ce personnage-là, parce qu'il sait que là, il a foutu la vie de cette femme en l'air. Et en même temps, il va foutre la sienne en l'air s'il reste avec elle. Enfin, c'est horrible, hein. Franchement, moi, c'est un roman que j'ai trouvé épouvantable. Voilà, au sens psychologique, je trouvais que c'était une torture, ce roman. Mais en même temps, c'est très bien vu, hein, mais c'est quelque chose, hein, vraiment. Et en fait, ce qui est reproché à ce roman, y compris par son auteur, hein, c'est son auteur qui juge le personnage comme ça, et c'est repris par Paul Bourget dans Les Essais de psychologie contemporaine, un essai du XXe siècle, début XXe sur les décadents, c'est que ce personnage overthink, comme on dit en anglais, il overthinks, il réfléchit trop. Il lui est reproché d'être un personnage qui réfléchit trop. Et le fait de trop réfléchir lui gâche son bonheur en fait. C'est un peu le jugement que porte Constance sur son personnage. De toute façon, Adolphe, c'est un personnage qui réfléchit trop, il se prend trop la tête, il n'est pas spontané, il devrait juste apprécier le bonheur tel qu'il est. Résultat, il déconstruit tout et du coup, il se rend malheureux, il fout en l'air son bonheur. Voilà, bon, ça peut être une interprétation. Mais voilà, en tout cas, c'est un roman vraiment. C'est quelque chose, hein, Adolphe, hein. Dans la même lignée, je trouve justement Musset, La Confession d'un enfant du siècle. C'est en gros un roman à moitié autobiographique qui raconte un petit peu, de façon romancée, la relation très tourmentée entre Musset et George Sand. Hein, voilà. Il y aura d'ailleurs une réponse de George Sand à ce roman, hein. Elle va écrire sa propre version en réponse à cette version-là. Elle va donner sa version des faits en quelque sorte. En tout cas, là, c'est la version de Musset. Et la confession d'un enfant du siècle, en fait, voilà, donc c'est l'histoire d'Octave, hein, le héros, qui au départ est trompé par une femme avec qui il est. Donc duel, etc., souffrance, chagrin amoureux, tout ça, trahison d'une femme. Qui est important comme incident original, parce que ça explique sa jalousie. Ça explique sa jalousie et son manque de confiance en l'autre femme. Et qui va finir en fait par rencontrer une femme, alors nommée Brigitte. Alors ça, bon. Ça arrive souvent quand on lit des classiques, malheureusement. On tombe sur des prénoms qui à l'époque faisaient très sexy pour les mecs qui les écrivaient, mais qui sont devenus pas très sexy, qui connotent des femmes un peu âgées, qui connotent pas les jeunes femmes belles qu'on décrit dans les romans, et c'est un peu des tue-l'amour. Alors on en a comme ça, et c'est vrai que là c'est une des pires, hein. Elle s'appelle Brigitte Persson, le personnage féminin de... Je sais pas ce qu'il lui a pris, hein. Musel à niveau nomastique, il faut qu'il prenne des leçons chez Stendhal, là, parce que c'est pas possible, là, hein. Vraiment, Brigitte, putain... vas-y quoi, hein, faut fantasmer là, hein. Désolé pour les Brigitte qui me regardent éventuellement, ceux qui ont des parents qui s'appellent Brigitte, hein, des mamans, voilà, mais ou Brigitte Macron bien sûr, hein. Mais non, mais je veux dire, voilà, c'est juste que c'est pas très romanesque, mais voilà, on est censé chez des jeunes gens, des passions amoureuses, voilà, bon bah c'est sûr que ça fait un peu, ça peut faire tuer l'amour, mais ça c'est l'époque, hein. Pour l'époque c'était des noms sexy, hein, c'est comme ça. Bref, en tout cas, c'est pas ça le problème, c'est pas ça l'histoire. C'est que du coup, bon, Octave rencontre Brigitte, avec qui du coup il va développer en fait une relation amoureuse, passionnelle, hein. Ça va très vite devenir la passion entre eux, et du coup ils vont passer beaucoup de temps ensemble, ils vont même s'installer ensemble, hein, à la campagne, en plus dans une chaumière, vraiment le côté on est isolé, on est en autarcie tous les deux. Ça c'est toujours le début des emmerdes, l'autarcie amoureuse, être que tous les deux, etc. C'est le rêve des amants passionnés, en même temps c'est leur tombeau, hein, voilà. Donc ça c'est toute l'ambivalence qui sera explorée dans Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Mais et c'est vrai que ça aussi, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. On est chez Musset, donc on devait s'y attendre, hein. C'était un ivrogne, à moitié fêlé, etc. Clairement, les relations avec lui ne pouvaient pas être un long fleuve tranquille. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans la passion, dans ce cas-là. En effet, là, on peut le dire de toxique quasiment. Là, moi, j'aime pas utiliser le terme, mais là, c'est vrai que c'est vraiment une relation très compliquée. Il y a des scènes pour rien, il y a beaucoup de scènes. Il y a de la jalousie, il y a des chantages affectifs, un chantage au suicide. Enfin, c'est très chargé. Il y a un petit côté confession intime, hein. Franchement, moi je trouve qu'il y a un petit côté confession intime. L'émission là, des Cassos là, vraiment, c'est un peu Cassosland, hein. C'est vraiment Brigitte et Octave, voilà, qui à la fois ne peuvent pas vivre séparément, ne peuvent pas vivre ensemble, se supportent pas et en même temps s'adorent. Et voilà, on est vraiment dans ces relations tourmentées où il y a beaucoup de disputes, beaucoup de ressentiments, beaucoup d'amertume, de refoulement, de jalousie, tout ça. C'est très très compliqué. Il y a de la tromperie et tout. Enfin, c'est lourd quoi. Franchement, moi ce livre là je l'ai lu, mais je crois pas que je le relirai, enfin j'ai pas envie de le relire parce que vraiment c'est... C'est marrant, je suis très réceptif au côté passion amoureuse de la personne seule avec elle-même, qui peut-être un amour non réciproque ou alors une idylle de loin, un amour de loin, etc. Parce que c'est... Je peux composer comme chez Proust, hein. Pourtant Proust ça va très loin aussi, mais avec la jalousie, tout ça, mais tout seul. Mais quand comme ça, il y a des scènes où c'est la relation amoureuse, le couple au quotidien qui est vraiment empoisonné, tout ça, les lourds silences, les non-dits, l'ambiance de merde, enfin, ça je trouve ça compliqué quoi.
Je trouve ça presque plus dur, moins romanesque du coup que l'amour-passion qui se vit de son côté un peu solitairement. On va dans les bois pleurer, on pense à celle qu'on aime, on est jaloux, on l'observe de loin, on la surveille, etc. Voilà, c'est quand même deux dimensions différentes. Et là, on est vraiment dans le merdier du couple, quoi. Là, c'est confession intime le truc, hein. Donc vraiment, ouais, la confession d'un enfant du siècle, bah oui, confession, en plus, confession intime, comme quoi, vous voyez, confession intime, confession d'un enfant du siècle. Ah bah, confession intime d'un enfant du siècle, hein, ça c'est clair, hein. Ouais, ouais, non, franchement, moi, ce roman-là, il a été dur, quoi, pour moi. Voilà. Armance de Stendhal. Alors Armance de Stendhal, c'est le premier roman vraiment de Stendhal. C'est un de ses premiers romans parce qu'il a écrit. Avant, il écrivait des essais, hein, avant, il écrivait des récits de voyage. Il écrivait de l'amour en 1822. Et puis là, il écrit peu avant Le Rouge et le Noir, Armance, qui est un très court roman. Armance, c'est le nom de la femme du livre. Et le héros, c'est encore un Octave, hein, décidément, oui, on a les prénoms de l'époque. Un Octave de Malivert, c'est le nom du héros d'Armance. Et alors là, c'est intéressant parce que a priori tout va bien. C'est un garçon qui est amoureux d'une femme qui s'appelle donc Armance. Elle l'aime aussi, tout va très bien, ils vont se marier a priori, tout va très bien. Alors qu'est-ce qui va pas? Eh bien, ce qui va pas, c'est ce qu'on appelle le secret d'Octave. Alors, en plus, vraiment un secret, parce que Stendhal a à la fois un défaut et une qualité, hérité des précieuses. Stendhal est un grand pudique. Alors, il n'était pas dans sa correspondance personnelle et dans la vie courante, mais en littérature, Stendhal, pour lui faire décrocher explicitement une scène sexuelle ou un truc comme ça, faut y aller. C'est quelqu'un de très très pudique qui parle beaucoup à mots couverts. Et du coup, il faut vraiment comprendre entre les lignes que le secret d'Octave, son petit problème, c'est qu'Octave est impuissant. Voilà, Octave souffre d'impuissance, pourtant il est jeune, mais bon, voilà, il ne peut pas vivre concrètement le désir, voilà, il ne peut pas voilà, bander, hein. Et donc, il le sait, il est fou amoureux d'Armance, il veut vivre avec elle, il l'aime, effectivement, il la désire, mais le corps ne suit pas. Et il veut se marier avec elle, mais il sait très bien quel est son problème. Et il ne peut pas en parler, il n'ose pas en parler. Alors déjà qu'aujourd'hui c'est gênant, mais alors à l'époque, avec tous les tabous, tout ça, aller dire à une jeune femme à l'époque, innocente comme elles étaient, naïve comme elles étaient, aller voir la fille et dire voilà, écoutez, j'ai un petit problème, je peux pas bander, hein, je peux pas avoir d'érection, donc je ne pourrais pas consommer notre union. Bon voilà, bref, c'est des choses. Donc en plus, il y a l'honneur, il y a la honte, etc., la timidité. Donc en gros, le secret reste un secret. Mais Octave, voilà, est dans plein tourment parce qu'il aime cette femme. Techniquement, il la désire, mais il ne peut pas l'honorer. Il ne pourra pas la rendre heureuse, il ne pourra pas la satisfaire physiquement. Euh, il ne pourra pas se satisfaire physiquement avec elle. Et il veut l'épouser, mais en même temps, il ne peut pas parce que ce serait la condamner, elle, à être avec un homme qui ne pourra pas. Voilà. Et là, on serait dans la situation de L'Amant de Lady Chatterley, qui est un roman que je n'ai pas mis ici au passage. Tiens, j'ai oublié de le mettre, ce roman-là. L'Amant de Lady Chatterley de T.H. Lawrence, voilà, qui est un des plus célèbres romans sur l'adultère, qui est justement l'histoire de cette jeune femme en fait qui va tromper son mari avec le garde-chasse parce que son mari revient impuissant de la guerre et que elle en fait elle a un besoin de voilà, elle a des envies, elle a une libido, un désir et elle a besoin de sensations, d'être désirée et du coup elle va succomber au charme du garde-chasse qui lui l'aime, la désire, peut l'honorer, etc. Donc L'Amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, c'est un des grands classiques de la littérature anglaise érotique. Et voilà, et donc c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'aurait pu être Armance numéro 2 en fait. Si Octave avait épousé Armance, peut-être que ça aurait tourné à l'amant de Lady Chatterley, à l'amant de Lady Armance, quoi, hein, qui aurait été obligé d'aller chercher ailleurs son plaisir parce que son mari ne peut pas la satisfaire et en même temps il est amoureux d'elle. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est vrai qu'Armance, du coup, c'est un roman déchirant là-dessus parce que ça fait tellement de peine. C'est-à-dire que la relation a tout pour fonctionner, mais juste sur cette histoire de dysfonctionnement sexuel, bien en fait, et que le héros garde en secret, et dont il a honte et qu'il cache, et où il sait qu'il pourra pas rendre cette femme heureuse, bien en fait, ça lui fout en l'air son histoire, ça le culpabilise, et tellement en fait, bon voilà, hein, que comme dans beaucoup déjà de romans en général, ça finit, je vous spoil, hein, les romans classiques, ça finit souvent par la mort, hein. De l'objet, du sujet, en tout cas un suicide, un assassinat. Il y a souvent une mort à la fin d'un roman classique, hein, et souvent c'est un suicide. Bon bah là, surtout chez Stendhal, hein, Stendhal, Julien Sorel, on peut considérer qu'il se suicide, hein, Fabrice Del Dongo, il meurt, et voilà, bon bah là, Octave de Malivert, hein, il se suicide, hein, parce que voilà, il n'arrive pas à résoudre son conflit entre guillemets, hein, et du coup, il s'élimine, quoi. Le sujet s'élimine pour régler le conflit, régler la situation, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est un roman là-dessus qui est intéressant, qui traite un sujet rarement traité, donc c'est pas mal. Physiologie du mariage de Balzac. Alors ça, c'est pas un roman, c'est un essai. Hein, c'est un des quelques essais de Balzac. Ça compte pour la comédie humaine, ça fait partie des scènes de la vie privée, hein, ou je crois des études de mœurs, un truc comme ça, mais en tout cas, ça fait partie de l'ensemble de la comédie humaine. Donc c'est un essai, Physiologie du mariage, et donc comme son nom l'indique, en fait, ça s'intéresse au mariage.
Alors, ça a pris un coup de vieux, parce que physiologie du mariage, le truc, c'est que c'est le mariage à l'époque du code napoléonien, de la Restauration ou de la monarchie de Juillet. Donc, clairement, c'est une autre époque où la femme avait beaucoup moins de liberté, beaucoup moins de droits, où l'homme avait, avait comment une vie à la fois maritale et en même temps avait beaucoup plus une vie aussi au bordel et tout. Enfin, c'est un autre monde, hein. C'est vrai que bon, ça a un peu vieilli pour cet aspect-là. C'est plus à regarder un peu comme un documentaire d'époque, hein, comme un témoignage historique, mais bon, ça manque pas de saveur. Il y a des chapitres assez savoureux. Ça parle aussi de choses qui nous parlent toujours aujourd'hui, du quotidien ensemble, de la routine, des tentations d'infidélité, de la sexualité. Voilà, donc il y a un petit côté les Kama Sutra, mais du 19e siècle en quelque sorte, quoi. Bon, voilà, sans la partie trop explicite sexuellement, mais les Kama Sutra, là-bas, c'est un manuel de vivre ensemble amoureux, hein, pour personnes de la haute société, hein. C'est un guide pratique de la vie de couple, hein. Donc bah là, c'est un petit peu ça, quoi, hein, au 19e siècle, hein. Donc voilà, c'est bon, il n'y a pas trop à en dire non plus. Ça peut être intéressant si vous aimez le 19e siècle et si vous voulez mieux comprendre les couples de l'époque, etc. Proust. Alors, j'ai déjà évoqué la recherche du temps perdu dans la partie passion, désir, jalousie, obsession, parce que clairement, la recherche du temps perdu est parcourue par cela, et que c'est un des meilleurs traitements, rien qu'avec un amour de Swann, mais en plus avec tous les volumes de ces sujets-là. Il y a des pages, il y a des centaines de pages sur la jalousie, les développements sont infinis dans la recherche du temps perdu, tellement ça tourne autour de la passion amoureuse, de la jalousie, de l'obsession amoureuse, du désir sans objet, du désir avec objet. Bref, tout y passe, quoi. Donc vraiment, voilà, c'est une masterclass. Mais c'est vrai que sur la question du couple, sont intéressants La prisonnière et Albertine disparue parce que ce sont les deux tomes où le héros vit avec la femme qu'il aime. Où le narrateur en fait emménage avec Albertine, hein, la femme qu'il aime, dans La prisonnière. Et donc comme son nom l'indique, La prisonnière, c'est qu'il est tellement jaloux d'elle, il est tellement parano, il fait tellement une fixette sur le fait qu'elle pourrait le tromper avec des femmes, il la soupçonne d'être lesbienne, gomoréenne, et du coup ça l'obsède, que du coup il la séquestre, plus ou moins, parce qu'en fait elle peut sortir, etc. Donc il la fait surveiller, il la garde vraiment chez lui, tout ça, et que bah, évidemment ça finit par étouffer la fille et que ça se passe au bout d'un moment très mal. Pourtant elle est très sympa, hein. Franchement Albertine, alors, Albertine est une grosse menteuse, il a raison de se méfier d'elle et de ne pas avoir confiance en elle, parce que Albertine est un personnage d'un menteur, mais à souhait. C'est un cauchemar tellement elle est menteuse. Un mensonge en cache un autre, qui en cache un autre, qui en cache un autre. C'est une cachotière, vraiment, elle est fourbe, hein, vraiment. Donc il a raison de se méfier d'elle et vraiment, c'est pas un cadeau. Mais c'est vrai qu'en revanche, elle est de bonne composition parce que lui, vraiment, bah, forcément aussi, à cause de sa parano, de sa jalousie, du fait qu'elle lui mente beaucoup, bon, bah, il la surveille énormément, il l'interroge énormément, voilà, il lui fait des scènes. Donc, bon, on est quasiment là dans l'ambiance de merde d'un Confession d'un enfant du siècle, hein, ou d'un Adolphe de Benjamin Constant, quoi. On est vraiment dans ces relations de couple où ils vivent ensemble, mais clairement, ça se passe très très mal. Ils auraient eu tout intérêt à ne pas emménager ensemble et où en fait à la fois il s'aime, enfin en tout cas lui il l'aime et il veut à tout prix l'avoir avec lui, mais en même temps il est quand même malheureux, quoi. En gros il l'aime, il la déteste, il veut vivre avec elle, en même temps il veut pas vivre avec elle. Voilà, donc vraiment on est dans quelque chose de très torturé, hein, voilà, mais c'est passionnant et profond psychologiquement et très juste. Il y a tellement de pages vraies, belles et justes, etc. sur le fait d'être avec quelqu'un qu'à la fois on aime et qu'en même temps qu'on déteste, quelqu'un dont on est jaloux et en même temps, voilà, enfin c'est vraiment extraordinaire, hein. Albertine disparue, c'est un petit peu différent parce qu'elle s'est échappée. Elle le quitte en fait. Elle en a marre, elle s'échappe, hein, d'où le titre La fugitive initialement. Et puis, ben, disparue à double titre, parce qu'au départ, elle disparaît, elle s'échappe, mais en plus, elle finit par mourir, en fait. Elle meurt dans un accident, ce qui fait que là, l'objet disparaît, meurt. Et donc, ce que c'est, du coup, d'aimer quelqu'un qui pourtant est maintenant mort, et en même temps de continuer à l'avoir dans la tête, à continuer sa relation avec lui dans sa tête, en quelque sorte, dans son imaginaire, dans ses souvenirs, et comment on l'oublie, en fait, hein, qu'est-ce que l'oublier en amour, comment, en fait, on guérit de son amour, etc. Donc Albertine disparue, voilà, c'est vraiment intéressant pour le deuil amoureux, pour la perte de l'être aimé, pour la jalousie persistante, la jalousie rétrospective, tout ça, hein, la jalousie du coup qui se reporte au passé de l'être aimé avant même qu'on la rencontre et tout. Et oui, ça existe, hein, on est jaloux du passé de l'être aimé avant qu'on soit ensemble. Enfin voilà, c'est chargé, mais c'est très profond psychologiquement, c'est magnifiquement écrit, c'est plein de choses belles et vraies. Enfin voilà, pour moi c'est une masterclass, moi ça me parle complètement, je trouve ça extraordinaire, donc voilà, c'est vrai que bon, c'est le peu qui concerne le couple dans La recherche du temps perdu, qui est apparemment un roman de couple, et voilà, le couple est assez dans l'ensemble rare, hein, comme thème dans la littérature, parce que souvent les amours sont non réciproques, quoi. En parlant de couple et d'amour qui s'avère être réciproque, Belle du Seigneur d'Albert Cohen, 1968. Un monument de la littérature française amené à devenir un classique, hein, voilà, vraiment, qui est déjà un classique en quelque sorte. Donc d'un écrivain suisse, hein, attention, hein, c'est comme Rousseau. Rousseau n'est pas français, Rousseau est un écrivain suisse, genevois, hein. Et bien pareil pour Albert Cohen. Albert Cohen est genevois, c'est un écrivain suisse, hein. Donc on ne faut pas s'approprier les écrivains des autres pays, hein. Ce ne sont pas des écrivains français, ce sont des écrivains francophones. Et donc Belle du Seigneur d'Albert Cohen,
bon, qui est une somme, qui est un monument qui est un roman de plus de 1200 pages, donc c'est très long, donc autant dire que c'est quasiment irrésumable. Voilà, c'est très dense, hein, on ne peut pas tout résumer, mais bon, globalement, grossièrement, c'est l'histoire donc de Solal, du cycle Solal, hein, des romans d'Albert Cohen, qui tombe amoureux d'Ariane, la femme d'un employé de bureau de la Société des Nations au début du XXe siècle, hein, d'un certain Adrien Dôme, donc là c'est Ariane. Et Solal est un idéaliste. Solal est très beau, il est très riche. Mais lui, ce dont il rêve, c'est d'une femme qu'il aimera pour qui il est profondément. Lui, il veut vraiment une femme qu'il aimera pour sa personnalité, pour son langage, etc. Donc, il essaie de séduire en fait Ariane, qui, en fait, du coup, mais en cachant ses qualités. Donc, en fait, en se faisant passer pour un clochard. Voilà, il s'habille en clochard, en étant très moche et en ayant l'air pauvre, et il voit si elle est séduite par ses paroles et par sa déclaration d'amour. Évidemment, il se fait envoyer promener, elle a peur de lui, elle le chasse. Et là, du coup, déconvenu déjà, vous voyez, déjà de base, il y a une fissure déjà dès le départ. Il se dit, bon, bah, cette fille-là, je vais devoir la séduire comme les autres, par l'argent et par la beauté. Donc, en gros, je la méprise déjà d'avance. Il est à la fois amoureux d'elle et en même temps, déjà, il la méprise un petit peu. Donc, déjà, ça commence mal, cette affaire. Au départ, elle ne l'aime pas du tout. Elle le trouve grossier, arrogant, etc. Il lui jure que, à l'issue d'un long monologue, qui est un moment culte du livre, qui est genre 40 pages ou 60 pages de monologue, c'est incroyable. C'est très dense. Belle du Seigneur, ça part dans tous les sens. Elle tombera amoureuse de lui. Elle lui dit, même pas en rêve. Résultat, au bout des 60 pages, elle est à ses genoux et ils s'enfuient ensemble. Et donc là, en fait, on entre dans la seconde partie du roman où ils vont vivre une idylle, là plutôt d'amant et de maîtresse, où là, ça se passe à peu près bien, c'est très passionnel. Vous voyez, on voit un peu les étapes. Au début, ils doivent se séduire, se plaire. Au début, elle le déteste. C'est un peu comme une comédie romantique. Au début, elle l'aime pas, lui, il l'aime, il la veut, il arrive à la séduire. Acte 1. Acte 2, leur idylle d'amant et maîtresse, où il finit du coup par aller la kidnapper, en quelque sorte, aller la prendre à son mari et l'emmener avec lui. Donc voilà, jusque-là, tout allait bien. Et le drame, entre guillemets, de ce roman, et en fait sa grande leçon, ce qui est magnifique, hein, c'est que ils vont vouloir mener une vie ensemble, un peu mari-femme, quoi. Ils sont amants-maîtresses, mais ils vont se prendre une maison ensemble, ils vont vouloir vivre ensemble au quotidien. Le problème, c'est que Ariane et Solal, ils ont cet idéal d'amour parfait. C'est-à-dire que loin des trivialités du quotidien. Ils n'aiment pas l'idée que l'autre nous voit aller aux toilettes, ils n'aiment pas l'idée que l'autre on sent son odeur, on va dire le matin, la mauvaise haleine, ils n'aiment pas l'idée que l'autre on le voit éternuer ou avoir des borborigmes, le fameux borborigme dans le roman, l'épisode des borborigmes, c'est des gargouillements de ventre. Et donc, ils font des tabous pour des conneries, pour tout et n'importe quoi. Et ils veulent tellement garder une relation d'amant-maîtresse, de roman parfaite et en même temps vivre ensemble, ce qui est incompatible, que leur vie ensemble devient un cauchemar, devient une torture, devient une absurdité. Et en plus, ils doivent même inventer des scènes, tellement ils s'emmerdent tous les deux, ils sont obligés de s'inventer des scènes pour s'occuper, parce qu'en fait, ils n'ont plus rien à se raconter. Enfin, c'est un cauchemar, hein. C'est une chute libre à la fin. Pareil, là, c'est vraiment. On s'enfonce dans l'enfer parce qu'ils n'ont plus rien à se raconter, parce qu'ils s'emmerdent, parce qu'ils finissent presque par se détester, puis en même temps, ils s'aiment, ils s'adorent, ils ne peuvent pas se quitter. Ils se dégoûtent et en même temps, ils s'attirent. La trivialité du quotidien démystifie l'autre, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment une démonstration en règle qu'en fait l'amour-passion est très différent de la vie de couple en fait, hein, de la relation de couple quotidienne, et que du coup il faut presque choisir en quelque sorte, et qu'eux en voulant avoir les deux, bien en fait ils se sont perdus, hein. Voilà. Donc bon, en plus il y a de la jalousie rétrospective dans le roman. Encore une fois, on retrouve la jalousie rétrospective, hein, découvrir que l'autre a eu des aventures avant et être jaloux des aventures passées de l'autre, et du coup l'interroger sur son passé, etc. Enfin, voilà, et donc ça finit par des scènes, par des crises, donc ça finit aussi tragiquement pour eux, hein, voilà, hein, là aussi fin tragique, hein. Donc vraiment quelque chose d'assez pas dark, hein, voilà, hein. Il y a beaucoup d'humour dans Belle du Seigneur, c'est très fantasque comme roman, c'est très farfelu par moments, voilà, mais voilà, c'est une sacrée démonstration, c'est une vraie leçon et c'est passionnant, enfin voilà, mais c'est vrai que c'est très spécial stylistiquement, hein, c'est un roman très atypique, mais moi en tout cas qui m'a beaucoup marqué et que je veux relire, je l'ai lu maintenant il y a un moment, j'aimerais bien le relire. Alors, le dernier de cette sélection, Un bonheur parfait de James Salter, le titre vend du rêve, hein, la couverture est pas mal, mais je ne peux pas vous en parler, je ne l'ai pas lu. Voilà, je le mets là, mais je ne l'ai pas lu. Je ne peux pas vous en parler, je l'ai acheté il y a longtemps, mais je ne l'ai toujours pas lu. Lui, pour le coup, ouais, j'ai tout lu, c'est tout jusqu'à là, mais là, lui, non. Mais je l'ai mis de principe parce que, justement, ça m'avait intrigué, parce que j'avais entendu parler de ce roman, en fait, d'un auteur américain du XXe siècle, hein, voilà, et qui parlerait, en fait, d'un couple qui, en apparence, est parfait, que tout le monde envie, que tout le monde trouve parfait, et bah, en fait, la réalité est beaucoup plus trouble. Finalement, ils sont pas si heureux que ça ensemble, ça va pas si bien que ça. Voilà, c'est un petit peu le couple américain qui fait rêver tout le monde dans la banlieue, qui a tout, un peu comme Revolutionary Road, hein, Les Noces Rebelles, hein, de Sam Mendes, le film de Sam Mendes de 2009 avec DiCaprio et Winslet. C'est un petit peu ça, vous voyez, le couple qui fait rêver un peu tout le monde, qui a l'air parfait en apparence, puis en fait, ça va pas si bien que ça. C'est un bonheur un peu de façade, et finalement, il y a plein de non-dits, plein de problèmes. Voilà, bon, je sais pas trop, je n'en sais pas plus que ça. Il y a comme ça des romans que j'ai pas encore lu, je peux pas vous en parler. Par exemple, j'ai pas encore lu L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Je l'ai, hein, je me le suis procuré.
mais je ne l'ai pas encore lu. Donc peut-être qu'il aurait été pertinent là aussi pour la question du couple, parce que je sais qu'il y a un couple dans le livre, dans l'insoutenable légèreté de l'être. Et je peux pas vous en parler là. Donc voilà, là, je l'ai même pas mis là. En plus, je l'avais pourtant, je l'ai même pas mis ici. L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera et Un bonheur parfait de James Salter, ce sont deux romans qui aussi s'intéressent à la question du couple et de la relation. Et voilà, là pour le coup, peut-être qu'il faudra que je fasse un supplément plus tard à cette vidéo pour vous en parler, mais là je ne peux pas en l'état. Donc je vais devoir m'arrêter là, m'arrêter sur Belle du Seigneur pour cet aspect consacré, voilà, cette sélection consacrée à la dimension du couple et de la relation dans la littérature et le cinéma. Comme vous voyez, pas très optimiste, hein, qui souvent parle de rupture, de couple dysfonctionnel, de couple qui se fait du mal. Voilà, évidemment, parce qu'encore une fois, les gens heureux n'ont rien à raconter, que le bonheur ne se raconte pas, et donc bah, c'est vrai que souvent, voilà, les histoires d'amour finissent mal en général, et bien c'est vrai que là, du coup, ce sont des histoires qui ont tendance à un peu explorer ça, avec plus ou moins d'amertume ou de douce amertume. Euh, mais justement, à toute comparaison, ça se demandait si l'amour-passion, même non réciproque, donc vécu tout seul, même s'il engendre une immense souffrance, n'est pas mieux. Hein, voilà, mieux vaut être seul que mal accompagné, comme on dit. Hein. Voilà, donc voilà en tout cas pour la question de la relation et du couple en littérature et en cinéma dans mes suggestions. Alors j'interviens au montage pour faire un petit supplément sur cette thématique, sur deux films qui sont absents en fait de la photo là, de ma sélection, parce que je les ai pas encore en DVD. C'est prévu mais je les ai pas encore, et bah, qui sont en plein dans ce sujet-là. Alors deux films, Une vie à deux, un film des années 90 avec Michelle Pfeiffer et Bruce Willis, qui, comme son nom l'indique, Une vie à deux, en fait, est un petit peu un Two for the Road, mais statique. Two for the Road de Stanley Donen, je disais que c'était un film qui se passait donc sur la route, etc. C'est un film tout le temps en mouvement, itinérant, assez nomade, sur la question du couple à travers les années. Eh bien, Une vie à deux, c'est la même chose, mais à la maison. Voilà, c'est plus casanier, hein, on est vraiment dans la petite vie américaine de base. Hein. C'est un peu un croisement entre Family Man et Two for the Roads, quoi. Voilà, hein. C'est un Two for the Roads en mode Family Man à la maison. Et on voit un petit peu comme ça des moments de tranches de vie d'un couple en fait, hein, formé par Bruce Willis et Michelle Pfeiffer. Alors les débuts, le premier enfant, le deuxième enfant, les disputes, les bons moments, etc. C'est très couple ça. Ça vraiment c'est un film très couple. Hein. Bon, encore une fois, on essaie de confondre ça avec l'amour, hein, etc. Mais on est beaucoup plus dans une logique de couple. On est vraiment dans les problèmes de facture, de la maison, du travail, des petites voitures, les enfants, tout ça. Ça va les mener au divorce, hein, parce qu'ils voilà, ils finissent par se séparer, par ne plus s'apprécier. Et puis finalement, voilà, il y a cette scène assez culte, hein, de Michel Pfeiffer qui regrette la rupture et finalement qui fait ce speech un peu voilà, comme dans les films, quoi, ce monologue où elle, comment, elle propose de se redonner une nouvelle chance, etc. Donc c'est un film mignon, touchant, voilà, c'est un peu comme Family Man, c'est-à-dire que c'est agréable, quoi, voilà, c'est sympa, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas un film sur la passion amoureuse, on n'est pas dans le monde solitaire, plus obscur de la passion amoureuse, on est vraiment dans le couple, avec bien sûr une part d'amour, certains diraient, moi j'appelais ça de l'estime, c'est plutôt c'est de l'estime, ils s'estiment profondément, ces deux personnes-là, et oui, donc on pourrait dire qu'il y a une forme d'amour, il y a du désir, tout ça, euh, mais voilà, donc c'est un film sympa, intéressant. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il faudrait que je le revoie. Euh, et puis un autre film, alors celui-là ça va être un peu comme Marie à tout prix pour la sélection Amour-Passion, ça va un petit peu surprendre, mais Gazon maudit. Gazon maudit de José Balasco, et avec José Balasco et Victoria Abril et Alain Chabat, sorti en 93, je crois, 93 ou 94. Alors qui est une comédie, hein, voilà, hein, qui à la base, a priori, n'est pas un film qui a des prétentions très sérieuses. C'est un film pour se marrer, pour rigoler. Un des premiers films français qui a vraiment parlé de façon comique comme ça de la condition lesbienne. Hein, c'est l'histoire voilà, d'un couple formé par Victoria Abril et Alain Chabat. Et Alain Chabat, en fait, est un homme infidèle qui n'arrête pas de tromper sa femme, une espèce de salaud comme ça, voilà, ordinaire, une espèce de salaud ordinaire comme ça, qui n'arrête pas de prétendre qu'il a du travail, puis en fait, qui va baiser des clientes. Et de Victoria Abril, et puis bah, une femme, en fait, voilà, jouée par Jeanne Balasco, hein, voilà, qui fait très mec, hein, vraiment la caricature quasiment de la lesbienne, un peu garçon manqué, etc., cheveux courts, habillé comme un gars en jean, qui fait de la plomberie, quoi. On est vraiment dans ce cliché-là bah, passe en fait hein, dans la maison, puis il y a une espèce de coup de foudre pour Victoria Abril, on peut la comprendre, Victoria Abril est très craquante. Et puis, ben voilà, elle va se mettre en fait à draguer Victoria Abril, et puis Victoria Abril, ayant conscience des infidélités de son mec, hein, en plus il en a déjà découvert une d'elle,
bah, en fait, a une espèce de vulnérabilité de base, en fait. Déjà de base, et tenter un peu de lui rendre l'appareil, tenter dans une logique de vengeance, et puis bon, elle n'est pas, c'est pas insensible en fait à l'attention que lui porte l'autre femme. Marie-Josée, hein, ça aussi, il faut quand même le faire. La lesbienne dans Gazon Maudit, elle s'appelle Marie-Josée. Enfin, Marie-Josée, cheveux courts, jean, polo de mec qui fait de la plomberie. Ouais, vraiment, la Jason Balasco, elle a fait fort, quoi. Voilà, mais on est quasiment dans un sketch d'Elysée Moon, quoi. Mais bon, le film est excellent, autrement, vraiment. Enfin, moi c'est un film que j'adore parce que il parle très bien de jalousie. En fait, c'est un film sur la jalousie, Gazon Maudit. Beaucoup plus encore, moi je trouve que sur la relation lesbienne, en fait, ça aurait pu être un mec. Le côté lesbien, en fait, ajoute un côté presque scandaleux au film pour l'époque, mais c'est avant tout un film sur la jalousie. Et ce qui est cruel, c'est que c'est une jalousie qui frappe un personnage qui lui-même créait de la jalousie et était infidèle. C'est très compliqué ce film parce que on est tenté, en fait, on a tout pour avoir de la peine pour Alain Chabat parce que putain, sa femme le trompe en plus avec une femme, etc. Enfin, il est dévoré par la jalousie, il est dépité, il se rend compte à quel point il aime sa femme. Mais c'est très compliqué d'avoir de la peine pour lui parce que c'était un mec qui cocufiait sa femme, il la trompait. C'est un salaud ce gars, c'est un pauvre type. Donc, tout d'un coup, il fait de la peine. Et en même temps, il est à mourir de rire parce qu'Alain Chabat étant Alain Chabat, voilà, il y a une façon comique de jouer la tristesse quelque part. C'est un côté désespéré à mourir de rire. En plus, avec son meilleur ami, Tiki Olgado, qui est aussi un peu un pauvre type, tout ça. Enfin, vraiment, ce film-là, moi, c'est un des films qui me fait le plus rire. Je vous dis franchement, Gazon Maudit, c'est un des films que je trouve le plus drôle. C'est vraiment la prestation d'Alain Chabat, son tandem avec Tiki Olgado, son meilleur ami, les fions qui s'envoient avec comment, Jason Balasco, leur rivalité, parce qu'ils se déchirent tous les deux pour une femme, donc les saloperies qui s'envoient l'un et l'autre, le déluge de misogynie et d'homophobie décomplexée d'Alain Chabat, enfin, c'est vraiment très très drôle, c'est très caustique, moi j'adore ce film. Mais il est intéressant voilà, sur le motif de la jalousie, sur le motif d'un couple qui est tenté d'aller voir ailleurs, mais sur cette jalousie, encore une fois, qui n'est pas légitime. Pour le coup, vous voyez, je parle souvent de légitimité des sentiments. Un sentiment, c'est un sentiment. Qu'Alain Chabat, dans le film, Laurent, soit jaloux, il est jaloux, point. Ça, c'est un constat, c'est un fait. Il n'y a pas à être pour ou contre, il est jaloux. Ça, c'est ses sentiments, lui-même dépassé par ça. Mais c'est ça que là, c'est compliqué, parce que là, on est typiquement dans un moment d'illégitimité des sentiments. Il est pas légitime à être jaloux, ce mec. Il a pas arrêté de tromper sa femme. De quel droit il exige de sa part une fidélité? Et de quel droit il la joue pas un peu modeste là? Il n'a pas le droit quelque part d'être jaloux, quelque sorte. Et pourtant il l'est. C'est plus fort que lui. Et il sait que quelque part il n'a pas le droit. Donc ça donne vraiment des scènes assez pathétiques et ouais, j'aime beaucoup ce film et voilà, et c'est vrai que ça tourne à moitié au cauchemar parce que Victoria Abril en fait ne peut pas choisir entre José Balasco et lui et en fait finit par se proposer une espèce de plan à trois. Il y a quelqu'un au milieu qui ne veut pas choisir entre deux personnes et il y a deux personnes qui sont tellement accros à elle que ils acceptent en fait, mais ils acceptent, c'est de l'acceptation, ce n'est pas du bonheur. Donc voilà, généralement c'est quand voilà, une personne ne peut pas départager deux autres personnes et que ces deux autres personnes sont trop accro à elle pour renoncer, ils vont s'imposer ce calvaire qui est comme ça une espèce de ménage à trois. Et voilà, c'est vraiment, vraiment le film va loin, le côté tordu, mais qu'est-ce que c'est drôle, mon Dieu, c'est pas possible. Euh, un truc qui n'est pas du tout drôle pour le coup, mais vraiment pas du tout drôle. C'est une série que j'ai vue assez récemment. Je voulais voir depuis très longtemps, j'en avais entendu parler, ça m'intriguait et je regrette vraiment pas. C'est une série qui s'appelle Dr. Foster. Alors c'est une série anglaise, hein. C'est une série britannique, Dr. Foster. C'est une série donc, au titre un peu trompeur, hein, parce qu'en fait ça parle d'infidélité, Dr. Foster. C'est ça en fait qui m'intriguait dans cette série, c'est que je savais que c'était une série qui parlait d'une femme qui découvre qu'elle est trompée et qui le vit très mal. Et donc j'imaginais que ça allait tourner beaucoup autour de la jalousie évidemment, de la suspicion, éventuellement de la paranoïa, voire de la surveillance de l'autre, enfin bref, vraiment tous les thèmes de la jalousie, en fait quasiment du Proust au féminin, parce que là on est du point de vue d'une héroïne. Et puis, la série m'a un peu surpris parce que déjà en fait son format, hein, c'est une série constituée de deux saisons. Chaque saison est constituée de 5 épisodes d'une heure, donc c'est très court, c'est très concentré. Et en gros, la saison principale c'est la 1, hein. La 2 c'est une espèce de... Voilà, elle est un petit peu différente, une espèce d'ajout. On a une saison en gros de 5 épisodes. Et en fait moi je pensais que Dr. Foster ça allait tourner en bonne partie autour de la suspicion déjà d'infidélité. Donc avant d'être sûr qu'on est trompé et que la jalousie arrive vraiment, on a des soupçons. Je pensais qu'il y aurait tout un côté un peu enquête comme ça. Il y en a un, hein, elle enquête, elle le suit, elle fouille le portable, tous les classiques pour essayer de confirmer ses soupçons, ça, voilà, voir si elle n'est pas parano. Mais je pensais pas en fait que si vite la confirmation de la fidélité tomberait. Je pensais qu'il ferait durer le plaisir encore 2 épisodes, mais la série est tellement brève qu'en fait, dès le premier épisode, c'est plié. Elle a des soupçons, elle enquête, et dès le premier épisode, c'est confirmé, c'est bon, elle est trompée, elle est cocu, il la trompe, etc. Donc on tombe très vite là-dedans. Et donc on se dit, bah, c'est quoi l'enjeu de la série?
Et en fait, c'est vrai qu'elle garde très longtemps dans la série le secret, elle veut pas lui dire qu'elle sait. Et la série joue en bonne partie sur la question du mensonge. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut sembler être un cliché. Et longtemps, j'ai pas trop compris ça parce que je ressens tellement fort la jalousie que je me dis non, non, c'est ça le pire, c'est ça le pire. Mais en réalité, c'est vrai que dans la tromperie, le pire, et c'est comme son nom l'indique d'ailleurs, ce n'est pas l'aspect sexuel, même si c'est terrible déjà, se dire que l'autre a été touché par quelqu'un, a touché quelqu'un, a du désir pour quelqu'un. Bon, tout l'aspect sexuel est très très torturant, et on voit ça hein, dans Dr. Foster, on voit que ça lui brûle quasiment, ça lui brûle l'âme, le corps, ça la fait souffrir profondément que son homme ait pu être avec quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que le coup de grâce, c'est vraiment ce qu'elle ne peut pas surmonter, c'est la jalousie. Parce qu'elle sait qu'il la trompe, et elle espère lui faire avouer. Elle espère que en affichant des soupçons, il va se confier. Et elle espère qu'il va être honnête avec elle. À défaut d'être fidèle, elle espère qu'il va être honnête et franc. Et elle lui donne plusieurs occasions. Elle lui tend la perche pour qu'il passe aux aveux, pour qu'il l'avoue, pour qu'il montre qu'il ne la prend pas pour une conne. Et à chaque fois, il ment en genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais comment tu peux penser ça de moi? Mais qu'est-ce que tu crois? Mais non, mais pas du tout, tu es folle. Enfin, en plus, vous voyez, quand la personne en plus essaie de retourner le couteau et de dire qu'en gros, limite elle vous engueulerait presque. Comment oses-tu douter de moi? Comment oses-tu? Mais t'es folle. Mais je suis blessé que tu penses ça. Hein, mais pour qui tu me prends? Or, elle sait que c'est vrai. Vous voyez, c'est le genre de truc ça qui est fait pour vous faire douter, pour donner le bénéfice du doute. Mais là, il n'y a pas de doute. Il la trompe, elle fait des preuves. Et là, on se dit, putain, mais quel menteur. Elle lui tend plusieurs fois la perche et ce con-là, à chaque fois, il nie et il joue l'innocent. Et en fait, on voit que c'est ça le plus blessant. Et c'est ça, à chaque fois qu'il la ravage, elle a des moments, mais c'est déchirant cette série. On a tellement de peine pour cette femme. Elle est vraiment, elle est tellement déçue, tellement blessée. Et on a tellement envie, en fait, qu'elle le coince, ce salaud. Mais vas-y, coince-le, quoi. Mets-le face à ses mensonges. Et vraiment, ça met longtemps à arriver avant qu'elle le confonde, entre guillemets. Elle le laisse un peu croire qu'il la dupe. Et c'est ça qui est insupportable, en fait. C'est ça qui est vraiment insultant de la part de l'autre. C'est non seulement tu me trompes, donc tu es infidèle, tu es avec quelqu'un d'autre, mais en plus, tu me prends pour un con, pour une conne. Tu me crois assez débile pour ne pas le découvrir, assez naïf, assez naïve. Et ça, sentir que l'autre profite de notre ignorance et nous prend pour un imbécile, mais en plus, croit qu'il a bien joué, qu'il a joué finaux dès qu'il arrive à nous avoir, c'est insupportable. On se fait arnaquer par quelqu'un qui a l'air content de son coup, quoi. Et voilà, et ça, on le vit chez Proust, hein, avec Swann, etc. Et c'est insupportable. Donc on a vraiment de la peine pour cette femme. Il y a des scènes magnifiques, déchirantes. Il y a une telle souffrance, en fait, une souffrance. Mais vraiment, ça, je trouve vraiment que c'est très très bien fait. Il y a une musique vraiment géniale, une esthétique. Bon, c'est voilà, c'est un peu chargé, hein, c'est un peu lourd forcément. Mais c'est vraiment très beau. Hein, et voilà, et la fin de la saison 1 est complètement dingue, quoi. C'est vraiment, il y a une espèce de climax comme ça. Euh, qui est vraiment incroyable au niveau émotionnel en fait et de comment elle gère en fait comment elle se rend justice entre guillemets. Euh, et comment les choses s'arrangent. Voilà. Et non, non, vraiment, c'est vraiment. Moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Psychologiquement, c'est très très fort. Et on est vraiment en empathie avec ce personnage. La saison 2, je la mets vraiment à part parce qu'elle est clairement de trop. C'est clairement quasiment un autre délire. C'est autre chose. On voit que là, il y a eu un petit excès de zèle. On voit qu'ils ont été grisés par le succès de la saison 1 et ils sont partis sur complètement autre chose parce qu'il n'y avait pas de raison de faire une saison 2. C'était résolu. Voilà, on avait eu un dénouement. En plus, un dénouement, on va dire plutôt bien vu, plutôt voilà, honnête, qui est ni naïf, ni happy end, et en même temps qui est pas nihiliste, voilà, qui était très bien. Et c'est vrai que la saison 2 part vraiment dans un délire pour le coup thriller psychologique. Quoi. Là, on tombe vraiment dans le thriller, quelque chose de beaucoup plus noir, où les personnages sont vraiment poussés à leurs extrêmes, on pousse vraiment les curseurs. Donc elle, en fait, de quelqu'un qui est simplement suspicieux et qui espionne, qui surveille, elle tombe vraiment dans les coups bas quasiment. Lui qui était un pauvre type, un lâche, il devient vraiment méchant, limite diabolique. Enfin, ça perd un peu en réalisme, en finesse psychologique, on tombe vraiment dans un truc très noir, dans un thriller noir. Moi j'ai vécu ça un peu comme un film d'horreur cette saison 2, c'est une espèce de film d'horreur psychologique, c'est un film d'horreur sans goutte de sang, sans torture, sans tout ça, mais un film d'horreur purement par les émotions. On est en plein cauchemar, vraiment la fin de la saison 2 elle est d'un noir, mais d'un déprimant, on est vraiment dans un marasme, c'est terrible. Et en fait c'est très centré sur leur fils, voilà, parce qu'ils ont quand même un enfant. Et c'est vrai que c'est très centré sur la bataille autour du fils, forcément, parce qu'après une séparation, c'est quoi l'enjeu? Souvent, c'est la maison et l'enfant. Donc là, c'est un peu ce dont il s'agit dans cette saison. Et c'est vrai que l'enfant est au milieu, le fils est au milieu, et en fait, l'idée, c'est qu'ils sont complètement en train de le ravager, de l'abîmer, ce gosse, parce qu'ils sont tellement en train de se déchirer tous les deux. Et juste là, cet aspect que j'ai trouvé intéressant par rapport à cette saison 2, et cette noirceur que j'ai trouvé excessive et qui m'a pas trop plu, et j'ai trouvé irréaliste, c'est la transposition des codes amoureux sur l'enfant. C'est-à-dire que
ils ne sont plus amoureux l'un de l'autre vraiment, ces deux personnes-là. Ils sont obsédés l'un par l'autre pour le coup, mais là, on peut dire vraiment sans amour, plutôt par vengeance, par rancune. Il y a un fond de haine, ce qui, on va dire, n'est pas le contraire de l'amour pour le coup, mais voilà. Et en fait, du coup, leur amour, il est plus sur leur enfant maintenant. Ils aiment tous les deux leur enfant. Voilà. Ils sont tous les deux en amour de leur enfant. Ils veulent leur enfant. Or, bah, ils ne peuvent pas l'avoir tous les deux en même temps. Et donc, en fait, l'objet devient l'enfant. Vous voyez, l'objet de l'amour à la base c'était entre eux, et maintenant, bah, l'objet devient l'enfant. Alors, l'enfant est toujours un peu l'objet d'un amour dans un couple, hein, forcément, on aime son enfant. Mais là, en fait, vraiment, c'est l'objet exclusif. C'est intéressant que ça fût unique hein, dans le film. Enfin, dans la série, pardon. Et c'est vrai que, ben, il va se passer dans la série finalement exactement ce qui se passerait dans un schéma amoureux. Il y a un objet, il y a un objet, il y a un sujet. Le sujet aime l'objet parfois aime le sujet ou ne l'aime pas. Mais en tout cas, le paroxysme passionnel devient tellement invivable, irrespirable, parfois que il n'y a plus qu'une solution. Je l'ai parfois évoqué, elle est très macabre, très noire, mais c'est l'élimination de l'objet ou la suppression du sujet. Le sujet se supprime ou alors il élimine l'objet. Et donc, ben, la série a exploré l'idée que l'objet devient l'enfant, bizarrement l'objet de l'amour devient l'enfant, et que l'enfant, en fait, en vient à se supprimer, entre guillemets, hein, se supprime en tant qu'objet pour résoudre le conflit relationnel, quoi. Et avant que l'enfant opte pour l'idée de se supprimer en tant qu'objet, eh bien c'est un des sujets qui était dans l'idée de se supprimer lui. Donc c'est quand même intéressant hein, en fait, hein, vraiment là-dessus, on voyait comme quoi hein, on retrouve toujours ce schéma-là. Mais bon, voilà, c'est vraiment la saison 2, moi je la trouve too much et voilà, un délire à part, quoi, très très noir. Mais la saison 1 de Dr. Foster, c'est vraiment très intéressant sur l'infidélité, sur la souffrance que ça procure et surtout le mensonge. La différence entre l'infidélité en tant que consommation sexuelle et l'infidélité en tant que mensonge du prix, qui est très humiliante, et la sensation qu'en fait, quelqu'un qu'on croyait connaître, en fait, on ne le connaît pas, qui nous ment depuis des années, et qu'en fait, du coup, tout ce qu'on a vécu est faux. Quelle valeur donner à ce qu'on a vécu, tout ça. Donc c'est vraiment déchirant. Et c'est vraiment, moi, je trouve que c'était très très beau le combat de cette femme. Alors, vous voyez, là, ces films et ces séries dont je viens de parler en complément, là, Gazon Maudit dans le genre humoristique ou Dr. Foster dans le genre plus dramatique, ça conforte en fait mon sentiment, mon constat que c'est pas parce qu'il y a couple que c'est plus sain ou mieux que la passion amoureuse plus solitaire qu'on a observé, commenté dans la thématique précédente. Le monde du couple est assez hautain et dédaigneux par rapport au monde comme ça de la passion amoureuse non réciproque, au monde de l'obsession qui n'est pas payé de retour, au monde de ce célibat comme ça qui reste enfermé dans l'idéal, etc. Je dis pas que c'est le top tout le temps, mais en quoi ces couples qui se cocufient, qui se cachent des choses, qui se font des secrets, qui se trompent, qui s'emmerdent, qui se disputent, qui s'enlisent dans un quotidien prosaïque et ennuyeux, de bagnoles, de crédits, de maisons, de voitures, qui regrettent d'avoir fait leur gosse parfois, ou qui se battent pour la garde des gosses, les divorces, en quoi c'est mieux? En quoi c'est mieux? Juste parce que c'est réciproque à la base ou que c'est réel, c'est mieux. Enfin, je veux dire, ça craint fois 10 000, quoi. Vraiment, tant qu'à faire, je préfère personnellement encore le monde de la passion, de l'amour-passion, qui certes a ses tourments, qui est certes a ses souffrances, qui certes est un monde en bonne partie de frustration et qui se réfugie beaucoup dans l'imaginaire et l'idéal, et voilà, qui a une forme de mélancolie intrinsèque, et même quand il est payé de retour peut être difficile, mais au moins on échappe à toutes ces merdes. La belle famille, les beaux-parents, on ne peut pas être trompé par quelqu'un avec qui, typiquement, on n'est pas. Enfin, je sais pas, je trouve que chaque domaine en fait a ses problématiques, comment, sa part d'ombre. Et donc, il ne s'agit pas de relativiser trop l'une ou l'autre, mais au contraire de dire que je vois pas pourquoi l'une serait mieux que l'autre en fait. Et donc, je trouve que tout ce qu'on a exploré là, vous allez dire oui, forcément, c'est pessimiste, et puis comme c'est de la fiction, il faut voir le mauvais côté des choses pour qu'il se passe des trucs. Oui, bien sûr, on l'a dit tout ça. Mais n'empêche que ça touche à des problématiques qui sont fréquentes, qui sont loin d'être marginales complètement dans le monde du couple. Je côtoie des couples qui sont ensemble depuis longtemps, ces choses-là, ça arrive. Vraiment, même les histoires de tomber dans les délires de couples ouverts, les infidélités, fermer les yeux dessus, au contraire les drames que ça crée, les problèmes de compatibilité sexuelle ou de baisse de libido, etc. Enfin, non, non, vraiment, il y a des problématiques propres au couple qui sont quand même très vite très pesantes. Et moi, personnellement, comme je l'ai vécu moi, aussi bien dans mon vécu personnel
que dans le vécu de lecteur ou de spectateur dans les œuvres que je viens d'évoquer, moi j'ai beaucoup plus mal vécu les situations pesantes, la part de pesanteur du couple que la part de pesanteur de l'amour-passion. Voilà, alors vous allez me dire, peut-être que c'est juste comme ça que je suis conçu en fait, que certains sont mieux conçus pour encaisser la part de tourment qui va avec le couple, avec les difficultés que ça implique, et d'autres peuvent mieux encaisser la part de tourment et de difficulté qu'implique la passion amoureuse dans sa solitude, on va dire. Mais ouais, peut-être que c'est une part de caractère. Certains composent mieux avec les problématiques de couple. Mais vraiment, là, quand on voit Musset, Constant, Belle du Seigneur avec Cohen, là, Belle du Seigneur, les films, là, Dr. Foster et tout, on est vraiment dans des trucs, on peut obtenir en fait des situations tellement pesantes en fait. Et moi, je l'ai vécu encore une fois. Je veux dire, moi, parmi mes pires souvenirs en amour en général, tout confondu, il y a mes souvenirs avec quelqu'un et non pas sans quelqu'un. Les souvenirs sans quelqu'un sont douloureux, des personnes que j'aimais, avec qui je voulais être, que j'ai pas pu être avec elles. Et oui, j'ai des souvenirs, bien sûr. Ça, je sais qu'à l'époque j'étais malheureux, que ça me faisait du mal et tout, bien sûr. Mais c'est rien à côté pour moi des moments que j'ai vécu à côté de quelqu'un, donc vivre sous le même toit que quelqu'un et me sentir seul à ses côtés. Un silence pesant, une dispute ou une après-dispute qui laisse cette pesanteur et ce malaise, ces non-dits, une tromperie révélée ou quoi que ce soit. Enfin, moi j'ai vécu des moments en couple, je me suis dit, mais putain, vaut mieux être seul, quoi. Alors, excusez-moi, hein, vraiment, je donne mon ressenti. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être nihiliste par rapport au couple. Hein, voilà, c'est juste que un peu d'humilité, de modestie, en fait, voilà. Hein, le couple n'est pas une valeur supérieure en soi. Il vaut mieux être un célibataire heureux que quelqu'un en couple malheureux. Le couple, voilà, je sais que c'est un Graal, que c'est un label important aujourd'hui. Il faut qu'à un moment donné, pas être maso. Il y a vraiment des façons d'être très malheureux en couple. Et il y a une part de noirceur propre au couple qui est un peu négligée parce que dès qu'on est ensemble, c'est censé être mieux, plus sain que des amours passions non réciproques, etc. Enfin, je veux dire, bon, sans aller même jusqu'aux extrêmes évidents que sont les moments où il y a de la violence conjugale, où quelqu'un se fait battre, où alors il y a du rabaissement, etc. Sans aller même jusque-là, où là, bon, c'est évident que c'est méga toxique. Il y a vraiment moyen d'être malheureux en couple, en tout cas, qui y ait une forme de noirceur dedans et que ça se passe pas très très bien. Et donc, ces récits l'explorent à travers des couples en fait qui ont du mal à vivre ensemble, qui n'arrivent pas à vivre séparément, qui n'arrivent pas à vivre ensemble, qui cultivent en fait comme ça du non-dit, du secret, de la tromperie, du ressentiment. Et voilà, non, c'est vraiment. Moi, du coup, c'est ce que je retiens de ces lectures liées au couple et de cette sélection. Euh, comment N'idéalisons pas pour autant le monde du couple par rapport au monde de l'amour-passion non réciproque ou solitaire. Et aussi, du coup, ça permet de relativiser et de dire que quand on a obtenu cette fameuse réciprocité tant espérée, tant rêvée, et que s'installe un couple, rien n'est gagné en fait. Voire même, peut-être parfois, les vraies emmerdes peuvent vraiment commencer. Parce que être malheureux de tout seul ou de quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est une chose, mais être malheureux auprès de quelqu'un, c'en est une autre. Et je trouve que la solitude auprès de quelqu'un est 10 000 fois plus seule que la solitude réelle, tout seul. Moi, je me suis senti beaucoup plus seul à deux, dans les moments où ça allait mal, hein, je précise dans les moments où ça allait mal, évidemment, que dans les moments où j'étais vraiment seul. Au moins, quand vous êtes tout seul, vous savez pourquoi vous l'êtes, hein, vous savez pourquoi vous avez mal. Mais être à deux auprès de quelqu'un, se sentir seul auprès de cette personne, sentir qu'il y a ce mur qui s'installe, ce malaise ou ces ressentiments, et que le vivre ensemble devient difficile, mais moi, je trouve que c'est une sensation horrible, quoi. Donc voilà, donc contrairement aux apparences, aux idées reçues, le monde du couple peut vraiment être beaucoup plus noir que le monde de la passion amoureuse, tant décrié, tant pris de haut, tant traité comme toxique. Il peut y avoir plus toxique que quelqu'un tout seul qui aime passionnément. Il peut y avoir deux personnes qui ne s'aiment pas, ou qui ne s'aiment plus, ou qui s'aiment passionnément mais ne trouvent pas le bon mode de vie ensemble. Donc on peut vraiment faire pire entre guillemets à deux que tout seul. Et on peut se faire encore plus de mal, deux fois plus de mal par définition, que tout seul, malgré, voilà, encore une fois, la part de douleur inhérente à une passion, un amour-passion non réciproque. Bref, c'est ici que je vais m'arrêter pour cette thématique sur le couple et les relations dans la fiction, aussi bien au cinéma qu'en littérature. Cela marque aussi du coup la fin bien, voilà, de cette introduction que j'ai faite, voilà, on va dire bibliographique, hein, sur mes sources, mes références, mes inspirations
au sujet de l'amour généralement. Voilà. Donc dans un premier temps, les essais de la théorie amoureuse, dans un second temps, la fiction sur l'amour-passion, le désir et l'obsession, puis dans un troisième temps, les relations et le couple. J'envisage, je n'exclus pas, parce que j'avais prévu éventuellement de l'inclure là au couple, et puis ça ferait un petit peu long, euh, de faire en fait, un podcast bonus sur une bibliographie en fait, sur les relations amoureuses avec une courtisane, spécificité avec les courtisanes, parce que c'est un genre à part entière, quasiment un sous-genre, un motif très important en fait en littérature d'abord, puis ensuite qui a déteint sur le cinéma. Donc éventuellement en fait un quatrième temps bonus comme ça. Mais en tout cas voilà, avec ou sans cela, ça marquera la fin de cette introduction, voilà, qui était là un peu pour planter un peu mes références, un peu le paysage en la matière, hein, voilà, qui assume aussi le point de vue, hein, le côté point de vue, hein, c'est complètement partial, c'est une sélection. Voilà, en espérant que ça vous ait intéressé, que cela vous ait plu, que cela peut-être vous aidera aussi à mieux comprendre ou appréhender mon approche des choses dans les podcasts sur l'amour, parce que du coup je puise beaucoup dans ces références-là, c'est des choses qui m'accompagnent, ça permet un petit peu de comprendre aussi voilà, un peu comment mon imaginaire en la matière. Et puis simplement que vous avez passé un bon moment, voilà, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me le dire, ou voilà, à me donner votre avis. Et puis, écoutez, sinon, voilà, je vous laisse ici en vous disant à une prochaine fois, dans un live ou dans un podcast, et bien sûr en vous portant toujours bien, et en vous disant à la prochaine. Salut la Pifiou!